voudrais te poser sous 4 angles différents finalement, sachant que toi tu aimes comme moi les gros jeux, Léo Ligne vient de le dire, et que tu sais aussi jouer en solo et tu sais sortir des plus petits jeux. Donc la question, je l'ai perdue parce que j'ai trop dérivé de mon script, et qu'en plus c'est un script où il y a David écrit partout alors qu'il n'est pas là. Vous êtes autour du jeu et nous fêtons aujourd'hui la 30e de votre podcast. Je salue à l'occasion tous ceux qu'on a le plaisir d'accompagner chaque mois. Vous nous le dites, que vous soyez en train de peindre des figurines, que vous soyez sur la route du travail ou simplement en train de faire la vaisselle. Merci d'être toujours aussi nombreux, fidèles au rendez-vous. Xavier de la chaîne des Ludovores est avec moi aujourd'hui pour vous éclairer sur l'actualité. Alors malheureusement, David, le nourri de Boom Boom Games qui devait nous accompagner, c'est des commandos au dernier moment. C'est l'hécatombe en ce moment. À chaque podcast, on perd quelqu'un. Il n'y a plus que toi, d'ailleurs, il n'y a plus que toi, donc accroche-toi, essaye de rester en vie, c'est important, puisque vous noterez l'absence de Kevin, qui a préféré partir au Festival international des Jeux de Cannes, plutôt que d'être présent avec nous, une décision que j'en suis certain, personne ici ne peut comprendre. Depuis la fin de l'année dernière, au fil des émissions qu'on a pu enregistrer ici et puis chez toi, hein, Xavier, chez les Ludovores, on a vu émerger, se cristalliser une problématique qui était latente depuis un moment, surtout chez nous deux, c'est celle de la saturation des pledges, la saturation de la ludothèque, et au bout du compte, une espèce de besoin de revenir aux fondamentaux, au plaisir de jouer, et puis de profiter de ce qu'on a déjà. C'est cette réflexion qui m'a donné envie de créer l'émission Chronix, qui s'attache à départager les jeux déjà présents dans ma ludothèque, et puis cette réflexion aussi qui nous amène au sujet d'aujourd'hui, et si on essayait de jouer autrement ? Alors bien sûr, cette question va se décliner différemment selon le type de joueur que vous êtes à la base, mais on a choisi d'aborder, alors normalement il y avait 3 idées avec David, on va en garder donc 2, qui je pense correspondent bien à votre profil, vous qui nous écoutez. Donc on va mettre de côté le sujet de David qui était le jeu de rôle en distanciel, les différents moyens de jouer aujourd'hui au jeu de rôle. Alors on en reparlera peut-être un jour parce que je sais que toi Xavier, c'est aussi un sujet qui t'intéresse. Tu vas nous parler par contre de l'émergence des jeux de société dématérialisés, à la lumière de la déclinaison prochaine de Dice Throne sur PC et smartphone. Et puis pour ma part, j'ai eu envie de vous parler du défi que je me suis lancé le mois dernier, à savoir laisser de côté les grosses boîtes pour ressortir mes entre guillemets petits jeux, des jeux souvent relégués à un coin sombre de la ludothèque, car pas assez nobles à mon auguste goût. Et puis on va en débattre, peut-être des jeux qui pourraient faire un retour en force auprès de certaines personnes de mon groupe. Mais avant de te donner la parole, Xavier, enfin, et de nous lancer dans le vif du sujet, on va quand même aborder quelques petites actualités. Alors, il y en a quelques-unes qui nous ont marqué ce mois-ci. À commencer par l'annonce, et ça me touche moi, Xavier, je pense que ça te touche beaucoup moins, l'annonce de Ludus Magnus de son alliance avec Asmodée Espagne pour la distribution de Requiem, qui est un de leurs derniers jeux financés non livrés, si je dis pas de bêtises, puisque depuis, il y a eu que Gryphonie. Je crois que le dernier très gros... Ah non, il y a eu Blood, c'était après, je crois. Oui, c'est ça. Oui, je crois que c'était après, oui. Ouais, c'est ça. Donc, en tout cas, un dernier gros jeu qui est en production. Alors, pour certains, et peut-être que tu as un mot à en dire, un avis à donner là-dessus, mais pour certains, s'associer à Asmodée, ça reste faire un pacte avec le diable. Mais moi, je me disais que dans le cadre du studio italien, qui a encore quand même plusieurs projets en retard et qui a certainement un paquet d'argent dehors, s'associer à Asmodée, c'est peut-être un peu fiabiliser aussi la production, fiabiliser le process. Moi, je vois ça plutôt comme une bonne chose. Je sais pas comment tu le ressens. Alors, ça ne concerne que l'Espagne en l'occurrence, mais... Ouais. Après cette, je dirais cette diabolisation de certains éditeurs, je vois ça aussi dans le monde du jeu vidéo. Hein, tout le monde tape à bras raccourcis sur Ubisoft, par exemple. Moi, j'avoue que j'ai toujours un peu de mal. Bien sûr, l'entreprise, elle est jamais là pour être philanthrope et puis donner des millions à tout le monde parce que le ciel est rose et les petits oiseaux chantent. Mais d'un autre côté, Asmodée, ils font quand même le taf, ils éditent des jeux. Voilà, moi, je veux dire. En effet, je suis plutôt d'accord avec toi, à savoir que c'est plutôt un gage de stabilité, de fiabilité, parce que c'est quand même un gros acteur du monde du jeu, du monde ludique, Asmodée, donc qu'on le veuille ou non d'ailleurs. Ouais. Et ça pourrait peut-être rassurer les gens comme moi ou comme ceux qui nous écoutent, qui parfois peuvent s'inquiéter de la santé financière de Ludus Magnus en se disant si Asmodée met des billes dedans, participe, c'est qu'eux aussi croient au fait que ça ira au bout, donc normalement ça devrait aussi un petit peu rassurer tout le monde. Bon, en tout cas, je le vois comme ça.
Et alors on touche aussi d'un mot, c'est presque lié, hein, la bonne nouvelle de la semaine, ou du mois, c'est la santé de Simone qui s'améliore. Simone qui, selon un article récent, reprend des couleurs, en tout cas en termes de trésorerie. La vente massive de ses licences, qui continue d'ailleurs avec l'acquisition récente de la licence Shérif de Nottingham par Asmodée justement, semble enfin porter ses fruits, donc il y a de l'argent qui rentre. Reste l'inévitable question, et là encore je te propose un petit commentaire, c'est ce qu'on se demandait avec Kevin particulièrement lors de podcasts précédents. Il est renfloué aujourd'hui, mais il a presque tout vendu. Donc comment il va se reconstruire et je cite encore une fois notre ami Kevin, comment il va se reconstruire en faisant des jeux sur le trottoir, puisqu'il a même vendu des locaux. Et surtout, alors non mais alors moi ça c'est, et je sais que tu es très très attaché à ça, est-ce qu'il y a de toute façon, est-ce qu'il n'y a pas un problème de capital confiance, dans le sens où même si tu remets de l'argent aujourd'hui dans la boîte, il y a des gens qui ont eu peur pour leur pledge, qui ont peut-être encore peur pour leur pledge, les 10-15 pledges à livrer, et que ça, tu reviendras jamais dessus, même en vendant des trucs et en retrouvant de l'argent. Bah, c'est une bonne question parce que je vais te dire très honnêtement que j'avais été un peu, lors de la préparation de cette émission, un peu surpris par ton ton, je dirais justement, plutôt positif, optimiste, parce que moi je croyais que bon, bah Simone, ça y est, c'est une histoire passée, et en voiture, comme dirait l'autre, hein, parce qu'en voiture, Simone, on le sait bien, merci beaucoup, au revoir. Donc du coup, moi, j'ai dit, ah tiens, ouais, d'accord. Et du coup, je rejoins un peu Kevin, là c'est vrai, c'est bien beau de retrouver de l'argent, et c'est tant mieux pour les employés de Simone qui, eux, certainement font le travail comme il faut. Mais si derrière il y a, je dirais, premièrement un catalogue ludique très très appauvri, très très diminué, et petit 2, une crise de capital confiance avec les acheteurs, ça va quand même être difficile de remonter la pente. En tout cas, ça me semble pas être quelque chose qui va se passer tout de suite, ou alors il va falloir qu'ils montrent, notamment par des campagnes de financement participatif, qui révisent des jeux avec des ambitions moins grandes et des livraisons extrêmement rapides avec une production très très fine, avec un prix très contenu. S'ils arrivent à faire ça, à mon avis, ils peuvent à nouveau retourner l'opinion. Après tout, là encore une fois, je parle de jeux vidéo, ça s'est déjà vu, des lancements catastrophiques, et puis derrière, l'éditeur continue à faire le taf, on s'aperçoit que on a chié dessus pendant des semaines parce que les médias nous y encourageaient aussi, et puis que finalement, c'est des gens sérieux qui ont eu cœur à montrer que non, on existe toujours et on bosse dessus. Moi, je dirais par principe, j'accorde le bénéfice du doute à Simone. En même temps, pour moi, c'est un peu facile de dire ça parce que j'ai aucune bille chez eux pour l'instant, vu que j'attends rien de chez eux et j'ai quasiment plus aucun jeu de chez eux puisque j'ai dû. C'était de chez eux que Cthulhu Death Medaille. Ouais. Ouais, je l'ai revendu malheureusement, pas parce que le jeu est mauvais, mais parce que j'ai des contraintes de place aussi. Mais voilà, quoi. Sinon, pour moi, Simone, voilà, ils se sont peut-être trop égarés à un moment et là, ils payent tous les pots cassés. Le problème, c'est que les pots cassés se payent pas uniquement en termes financiers, ils se payent aussi en termes d'image. Et ça, c'est beaucoup moins facile à rattraper, je pense. Ouais, tu fais le lien d'ailleurs avec le prochain sujet sur Awoken Dream Next, mais c'est vrai que aujourd'hui ils avaient projeté de lancer plutôt des jeux plus réduits et en boutique. Parce que, et je pense que peut-être que ça deviendra finalement un éditeur à 75-90% boutique, parce qu'aujourd'hui, qui oserait mettre des billes? Encore une fois, oui, ou peut-être sur un pledge très court, mais aujourd'hui, il y a encore, je te dis, 10-15 jeux en préco et en participatif dans leur backlog. Je pense que personne mettrait une bille dedans. Ou alors, en tout cas, il y aurait pas assez de gens qui mettraient de l'argent pour que ça leur rapporte quelque chose. Donc, à mon avis, peut-être que Simone deviendra un éditeur boutique comme beaucoup, qui peut-être ponctuellement fera comme tu dis, une campagne courte pour certains brûlés, mais je pense que l'âge d'or, malgré tout, il est révolu et que ça revient, comme tu dis, ça reviendra pas comme ça, quoi. Ouais, je pense pas. Et donc, on va attaquer, alors là, c'est presque devenu ton sujet, parce que j'ai pas suivi ça autant que je le pensais, le Awoken Dreams Next 2026, que j'ai pas suivi. Voilà. Mais j'ai quand même mon avis dessus. Non, j'ai quand même regardé un petit peu si c'était dit. Donc, c'est, tous les ans, Awoken Dreams nous fait un espèce de petit show, là, à l'américaine, et un petit peu inspiré aussi de ce qui se fait dans le jeu vidéo sur les jeux à venir, éventuellement les changements. Ouais. Alors sur les jeux, tu me diras ce que t'en penses. J'ai pas vu de surprise à tomber de ma chaise. C'est des choses qui, pour la majorité, étaient attendues. Je m'attendais pas du tout à Concordia, mais je suis moins l'actualité que toi ou Kevin, donc du coup, alors c'est peut-être qu'il me touche moins, plus. Moi, ouais, voilà. Mais on a aussi moi, il me touche. En fait, c'est le seul jeu de tous ceux qui sont annoncés qui me touche. Ah d'accord. Parce que je dirais Nemesis, c'est pas du tout pour la qualité, mais Nemesis, j'ai adoré moi le premier. J'ai joué à l'époque, un de mes premiers jeux récupérés non pas en pledge, mais je dirais en occasion. Mais voilà, c'est déjà en plus c'est un legacy visiblement, donc ça déjà ça m'intéresse beaucoup moins. Les autres jeux, je dois dire pour l'instant m'émeuvent assez peu.
même si j'ai pas trop creusé la question de comment il s'appelle, je crois que c'est Scoundrels. Ouais. Qui lui m'intrigue un peu plus parce que je connais rien. Pour le reste, il y a rien vraiment de nouveau. Je crois que dans ce Awaken Rim Next faisait partie aussi Labyrinth, ce qui Ils ont m'étonnait parlé un de peu Labyrinthe, ils ont parlé de Below, ils ont parlé de choses qui étaient voilà. ouais. C'est ça qui était déjà dans les, je dirais dans les rails quoi un petit peu. Donc c'était, je trouvais que c'était un peu facile pour du Next alors que c'est déjà du bientôt quoi. Alors que c'est pas tant prospectif que ça. C'est moins donc, Next. voilà. Alors, je suis pas assez fan, surtout les années précédentes. J'avais un peu décroché aussi d'Awaken Realms pour faire un comparatif avec les années précédentes. Mais j'ai comme un souvenir de certaines annonces un peu tonitruantes. Est-ce que c'était pas quand ils avaient annoncé peut-être le Agricola ou le San Juan, tu sais, les premières versions de luxe, où ça avait fait un petit peu de bruit. Ou même le château de Bourgogne. Oui, voilà. J'ai l'impression qu'il y a des AR Next qui avaient fait un petit peu de bruit. Et que là, bon, on est content d'avoir des nouvelles de la famille, quoi. Mais ça va pas beaucoup plus loin que ça. Sauf que donc, vas-y. Faut dire aussi que du coup après à Château de Bourgogne, San Juan, Agricola, la nouveauté de ils rééditent des jeux en les déluxifiant, elle est passée. C'est plus une nouveauté, c'est au contraire bon alors vous faites quoi la prochaine fois, ce qui n'est pas du tout la même attente en termes de joueurs quoi. Je veux dire, hein, on s'installe un peu dans une routine. Bon, qu'est-ce qu'ils vont déluxifier la prochaine fois, ce qui permet en même temps à certaines personnes de râler en avance. Oui, c'est vrai. Ouais. Après, on peut voilà, c'est le problème qu'il y a, par exemple, maintenant avec Apple et ses présentations d'iPhone ou Nintendo avec ses Nintendo Direct, où parfois, à quoi bon le faire s'il n'y a pas grand-chose à mettre dedans que du déjà vu. C'est la volonté de garder un rendez-vous régulier, mais quand il est vide, en fait, les gens sont déçus, comme tu dis. Ouais, c'est clair. Et puis après, pour Nintendo et iPhone, le truc, c'est que s'ils font pas leur keynote, l'action va dégringoler à la bourse parce qu'ils vont dire pourquoi ils font pas de keynote? Est-ce que ça veut dire qu'ils sont au bord de la faillite? Voilà. Bon, à Awaken Realms, évidemment, la dimension n'est pas du tout la même et la question se pose pas. Mais je pense que s'ils faisaient pas un AR Next, les gens se diraient, mais tiens, cette année, ils en font pas. Pourquoi? Ça va mal. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont se faire racheter par Asmodée. Enfin, des trucs comme ça, quoi. On devient vite peut-être prisonnier, quand on lance des formats réguliers comme ça, Je pense que, Oui, vas-y, excuse-moi, je vais pas te couper. Non, vas-y, c'est bon. Donc ce qui nous avait, alors on s'était même pas concerté, mais ce qui nous avait le plus intrigué finalement là-dedans, c'était l'annonce qui est antérieure à la Air Next, du GameFound Express. Je crois que je crois que c'est vraiment ça le nom, hein. C'est-à-dire le GameFound Express ou GameFound Pledge Express, je sais plus exactement l'intitulé. Il y a un côté Express en tout cas. Il y a le mot express, ça c'est sûr. Il y a de l'express dedans. Le principe en fait, entre autres refontes qui vont faire sur leur plateforme, c'est de proposer, j'imagine à destination des AAA et de ceux qui veulent faire de la précommande, une espèce de version accélérée du crowdfunding. Est-ce que c'est peut-être aussi pour, je me disais, concurrencer d'autres plateformes qui peuvent faire ça, mais je pense en France des fois Ulule ou Game on Tabletop va faire ça, mais je suis pas sûr que Awaken Realms se sente menacé par Ulule. En tout cas, les règles sont simples, c'est 7 à 10 jours de campagne, donc hyper court, même si ça existe déjà sur Kickstarter par exemple, c'est une possibilité sur Kickstarter en tout cas, et une livraison sous 6 mois avec normalement donc des fichiers qui sont déjà finalisés au moment où la campagne est lancée. C'est que ça par contre, même sur le cas de précommande, n'est pas toujours tout à fait exactement vrai. Alors moi je vois ça plutôt d'un bon œil. Je te donne la parole en une seconde, juste je te donne mon petit élément de réflexion. D'ailleurs, ça va être deux questions ou deux pistes de réflexion. D'abord, est-ce qu'un éditeur a intérêt à proposer ça, le machin Next là, alors que même sur une préco où tout est déjà prêt, il peut rafler des dizaines de milliers d'euros en add-on sur une durée plus longue. Donc je me dis, à quoi bon faire court si tu peux raquer sur la durée? Et surtout, qu'est-ce qui se passerait d'après toi si un éditeur joue pas le jeu et livre en 3 ans? Il va pas aller en prison. Finalement, c'est Awaken Realms qui promet au nom d'un éditeur qui a promis lui-même qu'il livrerait vite, mais finalement t'as juste un intermédiaire qui te fait une promesse en plus. Mais j'ai du mal à voir en quoi tu peux enforce en anglais, tu sais, faire en sorte que cette promesse soit tenue en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, en fait, moi, j'ai réagi extrêmement négativement à cette annonce. Je vais te dire pour un cas très précis, c'est Labyrinthe. Ouais. Parce qu'en fait, toi, tu dis livré en 6 mois, mais sur Labyrinthe, il y avait un volume extrêmement réduit. Si tu pledges, tu l'as dans la semaine. Parce qu'il est déjà imprimé en boîte. Ah ouais. Et en fait, il y avait, je sais plus combien, 500 boîtes réparties selon les hubs. Donc, moi, avec les décalages horaires, quand je me suis connecté, les 13 boîtes de Labyrinthe Sundrop disponibles pour l'Asie, elles étaient déjà toutes parties depuis longtemps. Donc, pour moi, c'est de la merde.
Parce que quand on fait des campagnes comme ça, voilà, je fais mon Jean-Pierre Coff pour les plus vieux d'entre nous. Quand on fait des campagnes comme ça qui vont se baser sur des pledgers internationaux qui sont forcément sur des, je dirais, des fuseaux horaires différents, il y aura toujours des gens qui vont être lésés ou au pire frustrés, comme moi je le suis. Donc du coup, ça a redescendu en flèche l'image de Awaken Realms. Parce que pour toi, ça génère plus de frustration qu'autre chose, en fait. En fait, pour moi, c'est exactement comme quand Nintendo va ne produire qu'un certain nombre de sa Switch première version pour faire une espèce d'économie de la rareté pour que tout le monde bourre à mort pour se les acheter, alors qu'à la base, c'est pas la peine puisque de toute façon, il va y avoir un énorme stock derrière. Alors évidemment, le stock sera moins énorme pour Labyrinthe et pour Awaken Realms, mais pour moi, c'est la même philosophie. C'est regardez, achetez tout de suite car c'est rare. Non, moi je peux pas me mettre là-dedans. Et en plus, pour moi, ce Pledge Express, ça contrevient à toutes les règles imaginables du crowdfunding. Pour moi, le crowdfunding, c'est un truc sur lequel de base t'acceptes d'attendre 6 mois, 1 an, 2 ans, parce que théoriquement, c'est un jeu, c'est un produit en gestation. Et que ça fasse des précommandes, alors à la limite, le seul truc positif, c'est qu'en effet, si ça devient des précommandes et que c'est livrable en moins de 6 mois, ça devient des vraies précommandes pour moi. Parce qu'une précommande où t'es obligé d'attendre 1 an et demi, j'appelle pas ça une précommande. Hein. Moi, je précommande jamais un truc 1 an et demi à l'avance. Hein. C'est pas possible. Donc voilà. Donc moi, pour moi, ce Pledge Express, il est très très négatif. Après, pour ta question qui est tout à fait légitime de comment vont-ils pouvoir faire respecter ça à d'autres éditeurs, pour l'instant, est-ce qu'il y a d'autres campagnes qui l'utilisent à part justement leur propre campagne, puisque Awaken Realms est propriétaire de GameFound. Je crois pas. Est-ce que... Non, en même temps, c'est très récent. Non, pour l'instant. Ouais. En effet, c'est très récent. Mais moi, je me demande si justement, c'est pas aussi une manière. Alors là, j'extrapole complètement parce que j'ai aucune information là-dessus. Mais est-ce qu'ils peuvent pas justement faire respecter ça en demandant finalement un contrôle accru justement sur les fichiers de jeu pour pouvoir vérifier où vous en êtes, la production, qui vous avez prévu, dans quel délai, est-ce que les contrats sont signés, et finalement avoir un droit de regard beaucoup plus important et devenir quelque part un peu plus invasif qu'autre chose. Mais j'en sais rien. Je pense que ça arrivera. Et je pense que malgré tout, tu peux, de bonne foi ou de mauvaise foi, hein, peu importe, hein, tu peux avoir un éditeur qui va dire « Ah bah oui, mais la production est ralentie en Chine, le bateau est pas parti. » Et oui, ma politique, c'est de dire que même un éditeur qui aujourd'hui, carte sur table, va te lancer une campagne sur Kickstarter en disant « On est prêt », il va te lancer une livraison en 1 an, ce délai n'est jamais respecté de base. Donc qu'est-ce qui nous dit, encore une fois, de bonne ou de mauvaise foi, ça n'a même pas d'importance, qu'avec ce truc-là, les gens respecteraient des délais, les éditeurs, les professionnels, alors que c'est des délais qui ne sont jamais respectés, même par ceux, je pense, qui voudraient le respecter. Donc, est-ce que c'est pas plus un truc pour se servir eux, comme tu dis, ça leur permet de lancer des trucs en speed, faire une espèce de vente flash de leurs propres produits? Tu vois, c'est peut-être même pas vraiment destiné aux autres, hein. Ils le proposent aux autres, mais c'est peut-être surtout pour eux, je sais pas. Alors du coup, je spoil un peu notre éventuelle prochaine vidéo de l'année prochaine sur les pledges, mais du coup, tu vois, Labyrinthe, ce qui m'intéressait en plus, le prix était relativement contenu, parce que si je me souviens bien, à 85 euros ou $85, un truc comme ça, les frais de port étaient pas non plus délirants. J'étais même prêt à passer à $115 pour la version Sundrop, parce que les Sundrop chez Awaken Realms sont en général plutôt bien faits. Voilà, exactement. J'adore toujours ceux de Etherfield ou ceux du SS Vanguard. Mais là, du coup, j'ai supprimé les notifications, j'ai dépledgé, ça sera sans moi. Là, Awaken Realms, ils ont perdu. Il a blacklisté les mails et tout. Ah, non, c'est ce que je disais à Kevin, notamment à d'autres. Dénonciation procureur. Grey-listés. Voilà, je les ai grey-listés parce que pour moi, c'est un but contre leur camp pour moi. Okay. Et je surveillerai Concordia parce que j'ai beaucoup apprécié mes parties de Concordia avec les exemplaires d'une autre personne, et donc ça m'intéresserait sur le principe d'acquérir Concordia. Okay. Mais je verrai les conditions. Ouais, c'est marrant, tu vois, Labyrinthe me faisait pas rêver, j'ai regardé la page d'assez près, peut-être que j'ai pas joué quand j'étais gosse, j'ai peut-être pas cette nostalgie, et puis c'est un jeu en campagne. Je trouve juste un dernier mot avant qu'on attaque nos sujets, il y a le Dragon Eclipse qui est là, donc j'ai enfin eu le temps d'attaquer, parce que j'ai rattrapé un peu mon backlog de retard, et donc je rappelle ce qu'ont dit Nils et Alex, c'est que oui, vraiment, il est vraiment très très bon. Je pense que j'ai jamais été hooké à ce point, accroché par un Awaken Realms.
donc je vais pas te convaincre de l'essayer parce que tu vas pas non plus aller chercher une boîte. Mais vraiment, je pense que si on avait un essayé, même pour tu vois des déçus comme toi ou comme moi j'avais pu l'être, je pense que c'est vraiment celui-là. On a l'impression que et il y a beaucoup de il me semble d'inspiration de reprise de concepts d'Etherfields, mais fait intelligemment et avec le recul du Etherfield de ce qui a pas marché avec Etherfields, tu vois. D'accord. J'ai vu la boîte et les extensions, donc une sorte de pledge all-in vendu à la découpe sur le site internet de vente d'occasion ici au Japon. J'ai pensé beaucoup à toi et à Kevin qui aviez dépledgé, puis que toi finalement qui l'a récupéré quand même. Et puis pour l'instant j'ai pas franchi le pas parce que ça me semble être une boîte assez conséquente, la boîte de base quand même. Et pour l'instant il faut que je me pose la question aussi en termes de taille. J'ai fait un peu une folie, j'ai récupéré la version Big Box Deluxe de Redwood, un jeu où tu prends des photos de la nature que Kevin avait acheté et j'aime beaucoup ce jeu. Je l'ai récupéré mais je me tâte à nouveau. Enfin, est-ce que c'était pas une erreur parce que là du coup la Big Box est vraiment trop big pour le jeu que c'est. Donc voilà, il y a aussi ce domaine-là pour les Awaken Realms, c'est que souvent ils font des boîtes qui sont quand même assez conséquentes. Et du coup en fait Dragon Eclipse, ça serait l'archétype même du jeu que j'aimerais tester avant d'acheter. Ouais. Et en fait ouais, ce qui est embêtant, c'est là tu vois, quand tu sleeves les cartes, ce qui est important, il me semble, pour un jeu que tu mélanges énormément, il faut que tu rajoutes, tu sais, la boîte dans laquelle il t'envoie les sleeves, ça devient une boîte où tu mets les cartes. C'est vrai que t'as 2 boîtes à la place d'une seule. D'accord. Parce que t'as tellement sleevé. Tu connais peut-être pas le principe, il est peut-être plus récent. En tout cas, tu reçois les sleeves dans une boîte qui s'appelle Awaken Guard, qui est une boîte noire. Et une fois que t'as tout sleevé, en fait, donc forcément, ça rentre plus dans la core box. Et donc, les 2/3 de tes cartes vont dans la boîte Awaken Guard, qui vient de ta deuxième boîte du jeu. Du coup, c'est vrai que c'est plus encombrant après, parce que sinon, la boîte de base de Dragon Eclipse, même avec les miniatures, est pas aussi imposante que d'autres. D'accord. Et alors, ce qui est vraiment surprenant, et vraiment on s'arrête là parce que sinon on va faire une émission là-dessus, et on en refera peut-être une un jour d'ailleurs, pourquoi pas là en fin d'année. L'encombrement sur table est tellement minimal, même il y a pourtant il y a des miniatures et tout, hein, mais c'est un jeu. Et Alex avait raison quand il a dit, tu peux le sortir, jouer une demi-heure et le ranger. Même en cours de chapitre, ça marche, et ça c'est vraiment un atout quoi. Il prend pas beaucoup de place. Alors, venant d'Awaken Realms, je conclurai là-dessus, c'est assez impressionnant, j'avoue. Quand on repense à Etherfield ou ISS Vanguard, chaud, quoi. Il fallait finir ta partie de 8 heures avant de pouvoir emballer, sinon tu perdais tout ce que tu avais fait. Enfin, j'exagère un petit peu. C'est ça. Ok, alors du coup, tu faisais un petit peu la transition avec mon sujet. Donc, en février, j'ai eu l'opportunité, c'était un mois où j'étais très très occupé, de me concentrer quasi exclusivement sur des jeux petits formats. Certains que j'ai reçus récemment, d'autres qui prenaient la poussière depuis un peu trop longtemps. Et la question que je voudrais te poser sous 4 angles différents finalement, sachant que toi tu aimes comme moi les gros jeux, les all-in, je viens de le dire, et que tu sais aussi jouer en solo et tu sais sortir des plus petits jeux. Donc la question, je l'ai perdue parce que j'ai trop dérivé de mon script. Et qu'en plus c'est un script où il y a David écrit partout alors qu'il est pas là. Est-ce que voilà, c'est ici, en plus c'est le cœur du sujet, c'est est-ce qu'une petite boîte propose forcément une petite expérience? Et ça, je sais très bien que tu as envie de me dire non tout de suite, mais je vais te faire mariner un petit peu, puisque bon, alors on est tous les deux avides de jeux complexes, de boîtes énormes. On regarde, on avait divorcé d'Awaken Realms, on a continué à en parler pendant 2 ans alors qu'on en achetait plus. Alors à ceux qui nous écoutent sur YouTube et ou même d'ailleurs ailleurs, hein, je précise que je vais intégrer, une fois n'est pas coutume, quelques photos à ce segment déjà pour que Xavier voit de quoi je parle, et puis aussi vous pour illustrer un petit peu les pitchs, les règles, ce sera un petit peu plus simple, et je sais que ça fera plaisir à certains d'entre vous. On en reparlera en fin d'émission. Et je vais commencer avec ma découverte la plus récente puisqu'elle vient d'arriver en boutique, si je dis pas de bêtises, ou elle va arriver tout juste en boutique. On est vraiment là sur le moment charnière. Il s'agit de Sharuma et c'est le 2e jeu édité par Darukat après la série Heredity. Donc ici, pas de question de fin du monde ou de lutte pour la survie, même pas question de jeu narratif, hein, puisqu'on est sur un jeu de pli, mais un jeu de pli assez malin. Alors je précise parce que c'est assez rare dans le podcast, donc je vous le dis tout de suite. C'est un jeu que j'ai reçu avant sa sortie boutique. C'est David de chez Darukat qui me l'a envoyé. Donc bon, c'est la partie un petit peu sponsorisée de ce podcast, mais il n'empêche que c'est quand même un jeu qu'on a bien aimé, et je suis pas si sponsorisé que ça parce que j'ai vu qu'à Cannes il faisait découvrir le nouvel Heredity qui se passe dans un univers un petit peu Far West, et ça j'aurais bien voulu l'avoir, et celui-là je l'ai pas eu, donc moi j'ai eu les miettes. Donc c'est un jeu de pli, et c'est surprenant de dire c'est un jeu de pli parce que Darukat il a explosé, il s'est fait connaître avec donc Heredity qui est un jeu déjà très malin, un petit peu jeu de rôle dungeon crawler avec une forme de narration un petit peu émergente. Et là, donc, on a Sharuma qui, en apparence, est plutôt un jeu plus simple, on va dire, ou plus familial.
à la base, et alors là tu vas pouvoir corriger ce que je dis éventuellement, un Daruma au Japon, c'est ce qui est écrit dans le livret, c'est une figurine en papier mâché qui a l'apparence d'un Bouddha et qui est censé t'aider à accomplir un objectif. Et les rituels voudraient qu'il est aveugle, il n'a pas d'yeux quand tu l'obtiens, quand tu le fabriques, je sais pas. Et au fil de l'évolution de ton objectif, tu lui dessines des yeux comme une façon de lui rendre la vue pour le remercier de t'avoir aidé. Est-ce que c'est à peu près vrai, ce que j'ai bien compris, ce qui est écrit dans le livret? C'est à peu près ça. Le truc, c'est que tu l'achètes, donc en effet, la zone des yeux est vierge. Au moment où tu fais ton vœu, tu exprimes ton désir, tu peins l'œil, alors je crois que c'est l'œil gauche, quand il te regarde, et quand ton désir a été accompli, quand ton objectif a été accompli, tu peins l'autre œil, et ça fait un Daruma complet. Ouais, tout à fait. C'est super mignon comme je trouve ça vraiment j'imagine que c'est quelque chose de très ancien, c'est pas un truc qui a été inventé il y a 10 ans, je veux dire, c'est un peu traditionnel, j'imagine. Ah non, c'est très ancien, tout à fait, ouais. Mais c'est encore t'as encore des gens qui vont, enfin ça se vend encore, il y a encore des gens qui le font peut-être pour le folklore, mais ça se fait encore, je veux dire. Ouais, alors c'est assez marrant parce que je m'aperçois qu'ici au Japon, la nouvelle génération semble assez peu au courant, alors que moi je le suis parce que je suis un étranger et que l'étranger est toujours plus connaisseur de la culture autochtone que les autochtones eux-mêmes. Je vois ça à l'envers quand on me parle de certains coins de France que je connais pas du tout. Mais quand j'en parle avec des étudiants plus âgés, ouais, bien sûr, ils connaissent ça. Alors, est-ce qu'ils le pratiquent eux-mêmes? Pas forcément, mais ils connaissent la tradition, ouais, tout à fait. Ouais. Oui, je pense qu'aujourd'hui, tu sais que ça marche pas pour de vrai, mais il y a quand même peut-être une forme de charme ou de poésie dans le fait de le faire ou de le faire avec un proche ou pour un proche. Ouais. Et puis, sans vouloir trop m'étendre, s'il y a bien une société qui est traditionnaliste dans le sens, elle va respecter les us et les coutumes sans se poser de la question est-ce que ça marche ou pas, c'est bien le Japon. Oui, c'est vrai. Et c'est quelque chose qui s'offre ou c'est plutôt un truc que t'achètes pour toi? Ah, alors ça peut être les deux. Ça peut être les deux parce que tu peux, par exemple, tout simplement, le Daruma, tu peux l'acheter, tu peux te le procurer juste avant de passer le concours d'entrée dans une fac. Et donc, au moment où tu vas commencer à réviser, tu vas peindre un œil. Et puis, quand tu vas recevoir le résultat comme quoi t'es accepté dans cette fac, bah, tu vas peindre le deuxième œil pour remercier. Finalement, quelque part, c'est pas si différent que ça dans la religion catholique avec les ex-voto que tu vas mettre dans une église, par exemple, après la guérison miraculeuse d'un de tes proches ou après, justement, que Dieu ou Jésus-Christ ait, je dirais, exaucé un de tes vœux. C'est simplement une autre forme visuelle, parce qu'après, ça reste un objet décoratif que tu gardes à la maison sans aucun problème. Ouais, c'était ma dernière question pour faire le petit point culture. C'est quelque chose que tu gardes. Est-ce que c'est quelque chose qui est tout bête et que tu jettes après, ou est-ce qu'ils sont souvent plutôt travaillés et que tu vas les garder pour te souvenir que ça t'a permis de faire ceci ou cela, justement? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu le gardes après ou est-ce que tu le fous à la poubelle? Ouais. Alors en fait, t'es un peu libre parce qu'il y en a de toutes les tailles et de toutes les qualités. T'en as en papier mâché très simple, t'en as en porcelaine super cher. Non, c'est là franchement. Mais d'habitude, tu le gardes parce que ça reste un objet décoratif et un objet auquel un souvenir particulier est accroché. Donc forcément, c'est moins facile à acheter. Si c'est le Daruma qui t'a permis de rentrer dans une fac, d'être pris dans une fac, je dis oui, il y a forcément une force évocatrice, quoi. Ouais. Alors là, on a affaire à Sharuma et il y a des petites oreilles, on les voit peut-être là à l'image, je sais pas si, en plus on voit pas, c'est dommage, on voit pas mon pointeur par contre. Mais en tout cas, vous voyez que sur le titre de la boîte, il y a des petites oreilles, donc j'imagine que c'est parce que un des Daruma est un chat, on le voit en bleu à droite sur la petite boîte. Alors ce que je voulais noter tout de suite, parce que moi j'ai trouvé ça incroyable, donc c'est un jeu de Takashi Saito, qui est très très prolifique, mais qui est pas trop connu, je crois, en Europe. Par contre, le dessinateur est français, il s'appelle Simon Caruso, je vous renvoie à sa page Instagram où il fait des BD, il fait des trucs extraordinaires. Et j'ai pris en photo, vous le voyez là, la dernière page du livret. Je trouve que le design, la vision qu'il a pour ce jeu, qui pourtant pourrait être un jeu de pli encore une fois tout bête avec juste 2 couleurs à la Uno, il est vraiment allé chercher un truc qui est complètement dingue. Et j'adore le visuel. Et donc à la fois ce qui est sur les cartes, mais où on dirait un petit peu des tampons, on dirait que c'est pas tout à fait bien fait, un petit peu imparfait. Mais ce genre d'illustration là, je sais pas ce que t'en penses, mais ouais, tout de suite t'as envie quand même d'aller voir ce qu'il y a dedans, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair. Je connais pas du tout le jeu, mais la dernière page du livret que tu me montres, là, ouais, c'est clair, c'est vraiment sympa. J'aime bien ce genre de design. Et honnêtement, j'aurais pu tout à fait imaginer que c'était un designer japonais. Parce que j'ai déjà croisé des designs, des idées comme ça japonaises. Donc, un auteur français qui a su justement respecter l'ambiance un peu japonisante, peut-être quelque part, la thématique un peu orientale, quoi. Ouais, complètement. Avec vraiment du décalage et puis des couleurs très pastel. Donc, en gros, alors je fais à chaque fois un petit pitch sur le jeu que donc du coup que j'ai pratiqué et que j'ai aimé. Et puis ensuite on discutera de la question. Donc c'est un jeu où à chaque manche on va avoir le choix entre plusieurs rivières de cartes. Donc ce sont des cartes
comme ici. Alors la photo est peut-être un poil floue sur le truc, mais je crois que ça va. Donc vous avez plusieurs rivières de cartes, et puis vous allez choisir celle qui vous paraît le plus intéressante. Et ce qui est déjà le premier élément, alors moi ça, en tant que gamer, ça m'a parlé tout de suite, et je pense que toi aussi, c'est que les petits jetons qu'on voit là de chaque côté des cartes et qu'on voyait sur la photo précédente, donc c'est les points de victoire, et tu achètes ou tu enchéris sur une rivière de cartes avec tes points de victoire. Ce qui veut dire que du coup, s'il y a une main qui te paraît meilleure, tu peux essayer de surenchérir dessus, mais après tu as intérêt à rentabiliser ton investissement, sinon finalement tu te retrouves vachement désavantagé. Donc ce premier élément est super marrant. Tu vas miser des points de victoire pour avoir la meilleure main possible. Ensuite donc, chacun met sa rivière devant lui. Et tu as des cartes de 2 couleurs. On voit il y a des bleus et il y a des rouges. Donc le but c'est de gagner des plis, c'est-à-dire que c'est des manches d'une ou deux cartes, ou celui qui a la plus grosse valeur va l'emporter évidemment. Sauf que si donc voilà, j'ai pris une photo des enchères, on peut enchérir 0 s'il y a rien qui nous intéresse, ou pour voir ce que font les autres. Et puis on peut enchérir 5 qui on est complètement fou. Et donc voilà, vous allez mettre des cartes. Sauf que le premier joueur, s'il choisit par exemple de mettre une carte rouge ou une carte bleue, tous les autres joueurs sont obligés aussi de mettre une carte rouge et une carte bleue. Donc ce qui veut dire que même si tu vas avoir des cartes qui vont être inférieures en chiffres, si je mets 2 cartes rouges et toi chez toi que t'as plus que des bleus, bah tu sais déjà que tu peux pas gagner. Même si je mets des 2 et que t'as des 8, donc tu vas pouvoir comme ça éventuellement épuiser l'adversaire en jouant des cartes qui vont être de valeur inférieure, mais de la couleur que l'adversaire n'a pas. Comme ça, bah du coup il joue des cartes encore une fois sans pouvoir gagner, et puis c'est forcément des bonnes cartes. Parce que du coup oui, l'idée c'est de genre tu mets une paire de 1 rouge et bleu, et lui il a pas de carte bleue, donc il est obligé de balancer des 10 qui sont mieux, mais comme ils sont pas de la bonne couleur, il peut pas gagner. Et donc ça pousse le principe à me pousser plus loin, c'est-à-dire que si t'as les bonnes couleurs devant toi là, t'es obligé de jouer les cartes même si tu peux pas gagner. Donc tu peux obliger le joueur adverse à sortir ses meilleures cartes, ou peu importe, à le dépouiller un petit peu, parce que quand le premier joueur, donc qui tourne évidemment, impose une couleur, tout le monde doit le suivre. Donc il y a une part de stratégie assez importante qui va là-dessus. Et le dernier gros point que j'aime beaucoup et qui fait que ce jeu est malin, c'est la subtilité des as. Alors on en voit deux là, j'avais repris une autre photo qui est même d'ailleurs un petit peu plus sombre. C'est que les as, ils ont 2 valeurs différentes. Les as ne valent que 1. Donc les as, à la base, c'est pourri. Mais si tu mets tes as contre des 10, ils valent 11. Donc mettre des as contre tes premiers jours, ça n'a pas d'intérêt, parce que normalement tu seras mangé par un 2, un 3, un 4, ce que tu veux. Par contre, si l'adversaire là il se sent un petit peu costaud avec ses 2-10, il claque 2-10 comme ça en pleine figure, eh ben, tu mets 2 as, c'est toi qui gagnes. Et en plus, quand tu gagnes avec un as, tu marques plus de points, parce qu'ils estiment que c'est plus risqué. Donc il y a en plus, vous voyez, il y a plusieurs couches, il y a cette espèce de subtilité, de stratégie avec les as. Donc ce qui fait qu'encore une fois, c'est loin d'être un simple jeu de pli un petit peu tout bête. Et puis dernière chose qui est sympa, c'est qu'on le voit sur à peu près toutes les photos, vous avez 2 cartes cachées en main, et ces cartes-là, vous les jouez quand et si vous voulez. On peut pas vous obliger parce que bon, déjà c'est un élément de surprise, et en plus on peut pas t'obliger à les jouer. Le premier joueur peut pas dire j'ai posé une carte rouge, t'es obligé de jouer une carte rouge si elle est dans ta main. Non, si elle est dans ma main, t'es même pas censé savoir que j'ai une carte rouge, tu ne sais pas ce que j'ai. Donc en plus de tout ce que j'ai dit avant, il y a cet élément de surprise j'ai 2 cartes en main que je peux sortir à la fin en mode tu vois, je peux avoir mes 2 as dans la main à la fin, toi t'es content d'avoir 2 10 pour finir la manche, et moi je te mets 2 as dans la figure, et puis tu pleures à chaudes larmes. Donc il y a vraiment d'excellentes sensations dans le mind game. C'est vraiment le jeu sur lequel je vais insister le plus, parce que c'est vraiment le jeu qu'on a préféré dans tout ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. Faut savoir jouer ces grosses cartes au bon moment. Il y a une notion donc de rythme, une notion de bluff. Qu'est-ce que je garde dans ma main? Est-ce que je joue mes cartes de ma main tout de suite si ça me fait gagner une manche? Est-ce que je les garde pour la fin pour le surprendre? Le premier tour qui peut être dissuasif quand on est premier joueur en plaçant les bonnes couleurs. Bref, tout ça va très très bien marcher. Et c'est presque un tout petit peu plus expert que ce qu'on pourrait attendre d'un jeu de pli, sauf que tu as une mécanique qui permet d'enlever la notion d'enchère. Si tu joues avec des gens jeunes ou des gens qui connaissent pas le jeu, et qui savent pas sur quoi il faut vraiment miser, donc ça enlève une partie des spécificités du jeu, mais tu peux l'adapter comme ça, c'est prévu dans les règles. Tu peux enlever les enchères et jouer avec des gens plus jeunes ou des gens moins machiavéliques que nous. Donc de ces 4 jeux, c'est celui qui nous a fait le plus grosse impression. On a eu envie de le ressortir tout de suite, on a encore envie de le ressortir régulièrement. Il se contente pas d'un gimmick en fait, il y a une stratégie à long terme, il y a une gestion des points de victoire puisqu'on va devoir les redépenser après, et puis des mains qu'on joue. Alors la question que je voulais te poser après cette présentation, et je vous recommande vraiment d'aller checker ce Daruma ce Charuma d'ailleurs, qui nous a vraiment emballé, et j'ai joué avec des gens moins experts que moi, mais même moi en tant qu'expert, j'ai trouvé toutes les notions de min-maxing, de pari, de bluff que j'adore. La question c'est, l'éditeur d'Arukat, à la base, il te sort un Heredity qui demande énormément de boulot, tu sais, hein, donc c'est narratif, c'est très écrit, l'équilibré, etc. Ouais. Et on voit ça assez régulièrement chez d'autres éditeurs aussi, qui de temps en temps vont sortir un petit jeu, ou un jeu moins complexe, on va dire moins compliqué à développer. C'est peut-être le cas là, avec Gryphony, par exemple, de Ludus Magnus, ou bien Awoken Realms quand ils sortent le San Juan dont on va parler tout à l'heure. Est-ce que d'après toi,
et je te donnerai éventuellement mon point de vue, c'est une sorte de respiration de liberté éditoriale qu'ils vont prendre de temps en temps, ou est-ce qu'il n'y a pas aussi, et il faudrait le demander à David d'ailleurs, j'espère qu'on l'aura un jour sur le podcast, un besoin de faire rentrer de la trésor en attendant le prochain gros jeu, parce que ça coûte quand même moins cher de développer Sharuba qu'un Heredity, et que peut-être à un moment, vu l'espacement entre les jeux, si on veut s'en sortir, il faut aussi sortir de jeux comme ça moins compliqués à développer. D'où ça, comment tu te positionnes par rapport à ça? Ouais, moi je pense que c'est un mélange des deux raisons parce que en effet, il y a l'avantage de développer certainement un jeu comme ça en moins de temps, donc en moins d'investissement qu'un gros jeu façon Heredity. Et puis ça reste quand même, comme tu le dis, là, Shauma, que moi personnellement j'ai pas essayé, ça reste un jeu qui visiblement a un vrai truc à proposer, pas un simple cash grab comme diraient les anglophones, à savoir on va sortir ça pour faire du fric, mais en fait on s'en fout un peu. Non, on sent d'après ta présentation qu'il y a un vrai jeu derrière, un vrai jeu solide et intéressant, et du coup qui a toutes ses chances pour bien fonctionner en boutique et atteindre l'objectif de la trésorerie. Mais à mon avis, à la base, je pense que c'est justement, comme tu le dis, peut-être une manière de respirer, de se relaxer un peu entre deux gros projets qui demandent des investissements non seulement de temps et d'argent, mais aussi d'énergie mentale et psychologique, parce que bon, il y a des moments, à mon avis, où ça va pas, où t'arrives pas à équilibrer ton jeu et t'en as un peu ras la casquette. Peut-être que éditer des jeux comme ça, qui sont en plus pas des jeux maison, puisque c'est un auteur japonais, peut-être que ça a une justification et que c'est bien sur les deux tableaux. Moi, j'ai l'impression. Est-ce que c'est dans le gameplay là que je présentais rapidement, est-ce que tu sens une inspiration japonaise, ou est-ce que est-ce qu'ils l'ont appelé aussi Sharuma et cherché un auteur japonais parce que il y a des gimmicks ou des mécaniques qui sonnent comme chez vous, ou pas forcément? Alors, le truc le plus japonais que moi je vois en dehors du nom et de l'illustration, c'est le jeu de pli, parce que le jeu de pli, c'est la spécialité japonaise. T'en demandes à Kevin, au Tokyo Game Show où il va tous les ans, c'est 28 jeux de pli à la douzaine, quoi. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'ennuie un peu moi au Japon, c'est que il y a que ça, entre guillemets. D'un autre côté, ça se comprend parce que le jeu de pli est un jeu qui se joue en peu d'espace, en généralement peu de temps, et qui correspond tout à fait à la société japonaise. Ouais. Donc c'est peut-être ça le plus japonais de tout le jeu, c'est le fait que ça soit un jeu de pli. Ouais, d'accord, ouais. C'est des oh, OK, ouais. Après, la mécanique d'enchère me paraissait moins japonaise, et je me suis dit peut-être qu'il s'est aussi inspiré d'autres façons de jouer. Tu vois, il y a un petit peu de tout dans ce jeu-là, un petit peu d'autres influences que simplement du jeu de pli, et c'est vraiment ce qui nous avait plu. Le truc, c'est que justement, pour exister au Japon, les jeux de pli, ils sont obligés de proposer des mécaniques un peu différentes. Donc je pense que c'est le fait de réinvestir les points qu'on gagne pour des enchères sur les mains suivantes. Oui, je suis pas du tout un expert des jeux de pli au Japon, mais je pense que ça se trouve déjà dans d'autres jeux de pli au Japon, ouais, c'est clair. OK. Bah, du coup, t'anticipes là sur l'histoire du gimmick, ça va être le sujet du prochain jeu qu'on a essayé. C'est un jeu qu'on m'a offert pour Noël, qui s'appelle Odin, et qui est... Ah, mince, il y avait encore une photo. Bon, bah, il y a encore une photo. Bon, on voit. Donc, un jeu qui s'appelle Odin. Attention, transition. C'est pour ça que j'en fais plus des transitions dans l'émission, c'est que ça me prend trop de temps de cerveau, et généralement, je me loupe une fois sur deux. Odin, qui est l'As d'or, un des As d'or 2025, donc j'étais vraiment curieux, comme on me l'a offert, en plus c'était gratuit, de découvrir ce que ce minuscule paquet de cartes pouvait avoir de spécial. Alors, c'est un feeling complètement différent de Sharuma. Moi, j'y pensais un peu, quand tu joues avec quelqu'un qui connaît les règles, au bout de 2-3 parties, t'as l'impression de voir des anciens qui jouent à la belote au bistrot, tu sais, ça va très vite, tu poses des cartes, tu les dégages, tu poses machin et tout, c'est presque du jeu réflexe, tu vois. Et je pense que sa vocation, malgré le thème qui se prête pas vraiment à ça, mais c'est un jeu qui a vocation à être joué vite. Donc en gros, tu vas avoir 9 cartes dans ta main au début d'une manche, et le but c'est de t'en débarrasser, puisque les cartes qui restent à la fin de la manche, ça te fait marquer des points, et à un moment, celui qui arrive à 10, 15, 20 points comme tu veux, c'est celui qui a perdu. Donc il faut absolument s'en débarrasser. Au début de la manche, tu as une carte qui est au milieu, donc là tu vois c'est un 6 bleu par exemple, et pour pouvoir toi poser des cartes à ton tour, il faut en poser autant ou une de plus. Donc là s'il y a qu'un 6, tu poses une ou deux cartes qui sont de valeur supérieure. Donc là, tu vois, un 7 et un 5, ça fait 75, donc c'est supérieur à 6. Et ensuite, je reprends une, donc il en reste 2 sur la table. Donc mon adversaire doit en poser 2 ou 3, etc., etc. Et les conditions pour pouvoir les poser, c'est soit 2 cartes de la même couleur, soit 2 cartes de la même valeur. Donc là, 7 et 5, c'est pas la même valeur, mais comme c'est 2 vertes, ça passe. Et ensuite, je peux peut-être récupérer le 6 bleu, puisque je récupère une des cartes qui était au milieu de la table, parce que j'ai plein de bleus dans ma main et que je pourrais faire un gros combo de bleus après. Ouais.
Donc, du coup, ça va assez vite et à un moment, quand plus personne peut poser, on dégage de ce qu'il y a au milieu et puis on recommence avec une carte jusqu'à ce que donc l'un des joueurs ait vidé sa main. Là, on voit un triple 1, par exemple, ça marche aussi. Et évidemment, la meilleure façon de gagner rapidement, c'est si tu arrives, puisqu'à chaque fois que tu poses des cartes, t'en récupères une au milieu, si à chaque fois tu récupères que des bleus, par exemple, si tu as une main intégralement de bleu, ça veut dire que pendant ton tour, tu peux poser toute ta main, et donc ta main est vide, et donc tu as gagné la manche. Donc toutes les autres personnes, tu vois, vont marquer autant de points qu'il leur reste de cartes en main. Voilà, c'est à peu près tout en fait. Mais en fait, ça marche bien. Je pense que ce qui fait un tout petit peu la différence dans ce jeu-là, c'est que quand tu mets des cartes comme ça, tu n'additionnes pas les chiffres, tu fais des nombres en fait. Je sais pas, enfin, j'avais l'impression que c'était ça qui le détachait des autres. C'est que du coup, tu peux faire des 9800, des trucs vraiment énormes, ou même avec 4-1, tu fais pas un 4. 4-1 ensemble, ça fait 1111, donc même si l'autre a 800 à côté, tu peux quand même le battre. Et j'ai l'impression que c'est ça qui fait que, généralement, au bout de 4 cartes posées au milieu, c'est dur de faire un nombre avec 5 chiffres, d'avoir 5 cartes de la même couleur dans la main, donc généralement, ça va jamais plus loin. Mais bon, voilà, j'avais l'impression que c'était ça le gimmick de ce jeu-là, qui nous plaît beaucoup, hein. C'est plus rapide et tout, mais c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est quelle carte au milieu tu vas reprendre pour essayer dans ta main de n'avoir qu'une seule série de chiffres ou bien une seule couleur et te débarrasser d'un maximum de cartes en même temps. Ma question concernant ce jeu, donc je sais plus s'il y a d'autres photos après, je veux pas spoiler la suite, donc je vais peut-être pas m'emballer, mais non, c'est la dernière. Donc la question concernant ce jeu, c'est est-ce que, et là toi tu fais partie t'es dans une culture qui vraiment une culture du jeu de pli, du petit jeu. Parce que celui-là est l'as d'or. Je vais poser la question dans le bon ordre. Ça, c'est l'as d'or. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, un petit jeu, ça se démarque uniquement avec un gimmick? Genre, un truc. Qu'est-ce qui fait que celui-là est l'as d'or? Bon, tu le connais pas, mais, tu vois, qu'est-ce qui va départager? Toi aussi, qu'on a d'ailleurs pas mal, un petit jeu d'un autre. Est-ce que c'est juste le petit gimmick malin en plus? Est-ce que tu penses que c'est un feeling général comme les gros jeux? C'est une bonne question et à laquelle je peux répondre que pour mon cas personnel, bien entendu. Mais c'est vrai que la plupart des petits jeux que j'ai, moi, c'est plutôt finalement basé sur le feeling général. Si même les mécaniques restent classiques et déjà vues, même sur des petits, même si les mécaniques restent classiques et déjà vues, si l'emballage est bien fait, ça peut être suffisant pour me convaincre. Après, c'est vrai quand même que j'essaie de chercher des jeux qui ont un gimmick, un petit truc en plus, comme dirait l'autre. Mais là, tu vois ce que tu me dis, Dodin, et ben moi, ça m'attire beaucoup, j'avoue. Cette idée de ne pas additionner les chiffres, mais de les accumuler pour faire un nombre, je trouve ça, c'est vachement... Et rien que ça me motiverait pour l'essayer. Après, la thématique, tu vois, pour une fois, par contre, Odin, je m'en fous. Là, exactement. Visuellement, c'est beau, c'est sympa. C'est sympa, mais la thématique, j'en ai strictement... Ça me met pas la tulipe à 45 degrés pour... Elle me touche pas du tout, je suis d'accord. Chère à quelqu'un qui n'est pas là aujourd'hui. Ouais, et je suis d'accord, le thème me parlait pas, et au contraire, il est peut-être un petit peu... usé, tu vois, ce thème du viking. Oui. Et donc, alors moi, j'ai pas assez de culture du petit jeu, parce que là, j'ai un petit peu redécouvert ça ce mois-ci, donc je sais pas on l'a aimé, mais on sait pas trop pourquoi, parce qu'on manque de comparaison avec d'autres jeux. Est-ce que c'est juste cette histoire de nombre? Peut-être, est-ce que j'aurais envie, parce qu'à part ça, il y a rien d'original, je pense, dans le jeu. Tu vois, donc, est-ce que c'est le gimmick qui fait l'as d'or, entre guillemets, ou est-ce que c'est un clair. C'est clair. Après, c'est des parties de combien de temps? 10-15 minutes à tout casser. Ouais. Ouais, bah tu vois, ça aussi, ça joue à mon avis beaucoup, parce que justement, c'est un jeu qui s'éternise pas et qui va provoquer, au contraire, l'envie de rejouer tout de suite derrière. Ouais, je compare ça, moi, par exemple, à Toy Battle. Toy Battle, c'est pareil. Toy Battle. Et d'ailleurs, justement, j'en parle aussi un peu parce que voilà, exactement, parce qu'il est as d'or. Toy Battle, c'est le principe même, parce que honnêtement, quand tu l'analyses un peu froidement avec du recul en tant que gros gamer, Toy Battle, ça doit pas marcher, parce que c'est profondément injuste, puisque à la base, tu vas supprimer de ta main de départ, enfin de ton pool de jouets utilisables, tu vas en supprimer, je sais plus si c'est 2 ou 4, mais au hasard. Ce qui fait que tu peux te priver complètement de l'intégralité d'un exemplaire de jouet qui te serait crucial pour te battre contre l'adversaire. Donc ça va faire des parties qui potentiellement sont très déséquilibrées, mais comme ça va durer 5 minutes ou 10 minutes, bah tu vas compenser ta frustration en refaisant une autre derrière, où c'est finalement toi qui vas bénéficier de l'effet l'autre a pas tiré les bonnes trucs dans le bon sens, comme ça. Et je me demande si quelque part cette vitesse de jeu, le petit gimmick malin,
Et un emballage qui est plaisant, ça fait pas la recette un peu pour le succès entre guillemets. C'est vrai. D'autant qu'il y a et ça on le ressent nous, toi et moi, c'est quand on joue à des très gros jeux, il y a ce côté tu m'auras pas la prochaine fois avec le même trick, parce qu'on rejoue, mais là je sais comment tu m'as eu, donc tu m'auras plus comme ça. Et c'est agréable aussi de rejouer en disant bon là je t'ai pas vu venir, mais cette fois-ci tu vas te obligé de faire autre chose parce que je sais ce que t'as en tête. Et ça c'était vraiment intéressant. Donc ouais il y a ça. Alors je noterai, je veux pas trop ternir le jeu parce que vraiment on était emballé, mais il a un petit peu tous les travers dans sa VF, en tout cas tous les travers de l'idéologie moderne. C'est un jeu qui va masculiniser et féminiser tous ces mots et qui va refuser tous les anglicismes, ce qui fait qu'en volume de texte, la règle française est 2 fois plus lourde que la règle anglaise. Alors j'ai pas pris de photo du truc, je crois, ou je sais plus si on le voit avant, mais sur là ce qu'on voit à droite, c'est la VF, donc il y a beaucoup de mots, et si vous retournez derrière, c'est la VO, et il y a la moitié des paragraphes en moins, parce que les toutes et toutes, ça prend de la place, les joueurs et joueuses. Et le fait de refuser de dire round, tu vois, ou de refuser de dire du coup, tu vas avoir des tours et des tours de jeu, mais c'est pas la même chose. Donc, il t'explique qu'un tour n'est pas un tour de jeu, qui n'est pas une manche. Alors, manche et tour, je veux bien, mais tour et tour de jeu, c'est quand même le même mot 2 fois. Et donc, en fait, pour comprendre le jeu, j'ai dû lire la règle en anglais, et sur un jeu comme ça, et j'en ai parlé à la personne qui me l'a offert, qui le possède aussi, qui m'a dit qu'elle aussi avait vraiment galéré à comprendre les règles. Et sur un petit jeu, je trouve pas ça normal. Donc c'est là où, quoi qu'on pense de toutes ces idéologies, quand elles desservent vraiment le jeu à ce point-là, je pense qu'il faut se poser des bonnes questions. Ok, alors on passe au troisième qui sera quasiment le dernier, puisque le quatrième était dédié à David, donc je lui ferai un petit clin d'œil, mais je serai moins long dessus. Et troisième question pour toi, Xavier. Et donc on va parler de Saint-Juan. Saint-Juin, comme on dit en français. Et non, pas du tout, mais ça me faisait rire de le dire comme ça. Je ne le dis plus que comme ça. Donc Saint-Juin, c'est un jeu, une réédition d'un jeu qui date de 2004 par Awoken Dreams, qui est sorti dans la foulée du Puerto Rico, également donc de luxifié et modernisé par Awoken Dreams. J'ai reçu les deux, mais j'ai pas eu le temps encore de traiter le gros Puerto Rico qui va arriver dans un Chronix dédié au jeu Awoken Dreams. Et ce jeu-là, j'en attendais pas grand-chose. Est-ce que toi, tu le connaissais déjà ? Pas du tout. Pas du tout. Mais alors rien du tout. Rien du tout. Ok, donc je savais pas trop, et généralement, moi, les side games, alors déjà souvent les side games, chez beaucoup d'éditeurs, c'est juste des cartes à jouer, tu sais. Ça se voit, c'est souvent, c'est souvent. Moi, je l'ai déjà vu, en tout cas, des cartes à jouer sur le thème du jeu en question. Là, c'était vraiment un vrai jeu. Donc ça, déjà, il a fallu que je le comprenne. Donc, en gros, c'est un jeu où il va falloir devenir le plus riche entrepreneur de la colonie de Saint-Juin. Et pour ça, on va avoir des outils communs, parce qu'on va faire un petit peu tout. Hein, on est au centre du machin. Donc au milieu, vous voyez une ligne de 5 cartes. C'est les 5 activités que vous pouvez faire à chaque tour. Et donc ces activités, ça va être construire, produire, vendre, et puis les 2 dernières qui sont liées à l'argent, c'est-à-dire à piocher des cartes. Et en fait, chacun à son tour, chaque joueur va choisir une activité. Là, on voit que le builder a été mis de côté, donc je vais choisir de construire. Donc je construis une carte, je construis un bâtiment donc de ma main que je pose devant moi là. Et ensuite, donc tous les autres joueurs vont pouvoir faire l'action que j'ai choisie, mais celui qui a choisi l'action, donc là moi j'ai choisi Builder, a eu le droit à un bonus. Donc moi, mon bâtiment, je l'ai payé moins cher. Et ensuite, tout le monde peut construire. Si le deuxième joueur choisit fabriquer, lui va fabriquer un de plus que ce qu'il devrait. Et ensuite, tous les autres joueurs vont fabriquer normalement. Donc ce que tu choisis, c'est pour avoir un avantage en plus, mais ensuite tout le monde va le faire. Donc il y a un peu 2 niveaux de réflexion là-dessus. Et ça m'avait fait penser, alors c'est assez malin, finalement, ça va pas beaucoup plus loin que ça, étonnamment. Il y a des bâtiments qui servent à stocker. On voit que là, il y a une carte retournée en bas. C'est-à-dire qu'il y a une marchandise dans le bâtiment. Il y a des bâtiments qui servent donc à stocker des marchandises qui sont vendues après. Puis il y a des bâtiments comme celui du milieu, le Gold Mine qu'on voit donc sur la ligne du bas, qui sert à apporter des bonus dans la partie, donc plutôt à construire en début de partie. Ce qui est marrant, c'est que finalement, les cartes servent à tout. C'est-à-dire que avec une carte face visible, ça devient un bâtiment. Face cachée, prise de la pioche, c'est une ressource. Et puis, défausser des cartes, c'est aussi de l'argent pour payer les bâtiments. Donc, les cartes servent à tout, un petit peu comme l'île des trains, localisé en français par Boom Boom Games, justement. Et je trouve ça toujours assez marrant, parce que finalement, ta main, c'est aussi ta richesse. C'est les bâtiments que tu peux construire, mais aussi, c'est aussi les sous que tu as. Donc, faut faire gaffe à ça. Voilà, donc c'est malin. Pour un Awoken Dreams, enfin, pour un jeu réédité par Awoken Dreams, c'est pas très, très compliqué à expliquer. Même si le livret est assez détaillé, parce qu'ils expliquent vraiment les choses dans les détails, mais finalement c'est pas très très compliqué. Et c'est assez malin, voilà, parce que quand t'as plus rien dans ta main, c'est-à-dire que tu peux plus rien payer. Produire beaucoup, ça sert à rien si t'as pas les bâtiments pour recueillir les ressources, parce que tu peux mettre qu'une ressource par bâtiment. Donc voilà, ça marche bien. Donc chaque bâtiment, on le voit en bleu, rapporte des points de victoire à la fin de la partie. Et puis c'est à peu près tout. Donc voilà, ma question là-dessus. Pour toi, l'expert en petits jeux, qu'est-ce que tu penses de... Non, mais c'est une question plus générale et je crois que tu avais un petit peu répondu, mais
est-ce que là-dessus on capitalise juste sur la nostalgie? Parce que finalement, quand tu regardes bien le degré de luxification là de Woken Rims, au-delà de la petite extension de cartes qu'ils ont rajoutée, bah c'est les sleeves quoi. En gros, c'est les sleeves. Il y a rien de Oui. plus que le jeu d'origine. Et du coup, est-ce que ça a un intérêt? Donc moi j'ai envie de dire oui parce que moi je l'ai découvert grâce à Woken Rims, mais sur le grand scheme of things, à plus grande échelle, est-ce que ça a un intérêt de miser sur la nostalgie pour ressortir des petits jeux de cartes comme ça quand on est au Woken Rims, d'après toi? Bah, le truc, c'est que pour Wacken Rims, produire un jeu qui n'est composé que de cartes, c'est vraiment un coût extrêmement minime. Donc Oui. c'est une aventure avec assez peu de risques quand même, hein, soyons honnêtes. Ça fait plaisir aux gens qui possédaient le jeu et qui le voient être remis au goût du jour, parce que finalement, il n'y a pas que les gens qui vont l'acheter, il y a les gens qui l'ont déjà, et grâce à ça, on va à nouveau en parler, donc ils vont pouvoir dire, ah, mais moi je l'ai dans une ancienne version, mais c'est la même chose. Donc si tu veux, on peut y jouer, ça peut recréer un buzz autour, et puis c'est assez valorisant de dire, ah bah ouais, mais moi je connaissais déjà le jeu, je l'avais déjà, et j'y jouais déjà avant qu'Awaken Rims te le réédite, parce que moi, je suis un hipster, donc c'est toujours ce petit côté un petit peu mal. Pour Awaken Rims, je te dis, voilà, les sleeves, ça coûte pas cher. Awaken Rims fournit ses propres sleeves avec beaucoup de ses jeux, donc à mon avis, ils ont les moyens de les produire de vraiment pas cher. Et puis les cartes elles-mêmes, bon, c'est la même chose. Fabriquer des cartes, c'est pas le plus cher dans un jeu de société. Est-ce que ça a un intérêt? Oui, parce que c'est un petit produit d'appel. Je me souviens pas, est-ce qu'il était disponible dans la campagne de Puerto Rico, mais de manière indépendante? Est-ce que tu pouvais ne prendre que San Juan? Alors c'est une bonne question que je vais aller vérifier parce que j'en ai aucune idée. Moi évidemment je l'ai reçu par l'éditeur donc je peux pas te dire. Je suis en train de regarder mais donc entre temps non moi je suis assez convaincu. C'est Parce juste que que du coup, si, vas-y. ouais, c'est parce que si c'est accessible dans l'offre globale de manière détachable du gros jeu, à mon avis, c'est bien vu parce qu'en fait, ça te fait 2 campagnes en une. Et du coup, ça t'économise en frais de marketing puisque tu l'as déjà intégré dans ton autre campagne qui, elle, est pour le jeu plus gros. Et puis, ça peut aussi dire à certaines personnes, à mon avis, regardez, dans le même thème que Puerto Rico, finalement, ces colonies des îles des Caraïbes, bah, j'ai un autre jeu qui est très bon, qui est beaucoup moins cher, qui demande beaucoup moins d'investissement, je dirais, de lecture de règles et tout comme ça. Pourquoi ne pas vous laisser tenter? Ouais, t'as raison. Mais parce que là, je suis en train de chercher, je trouve pas la source, mais je vois qu'il n'était proposé en pledge que dans la version all-in all-in. Et oui, tu peux l'avoir. Ah, d'accord. Donc voilà, les pledges normaux entre guillemets de Puerto Rico, tu l'avais pas. Dans le gros all-in, tu l'avais. Et oui, tu pouvais a priori l'ajouter au pledge à part pour $15, ce qui est pas très cher pour la qualité du matos pour le coup. Mais je sais pas si tu pouvais pledger que ça ou si c'est comme ça un add-on, s'il fallait quand même pledger un Puerto Rico avec, tu vois. Mais je suis d'accord avec toi. Ouais, En fait, ouais. C'est ouais. juste un mot. En fait, pour moi, ils diminuent un petit peu, ils insultent presque le jeu en faisant qu'une espèce de pins qu'on t'offre à la fin si t'achètes autre chose, tu vois. Parce que ça voudrait dire qu'en lui-même, il mérite pas d'être acheté. Donc je sais pas s'il était possible de... Ouais. Parce qu'il mérite, il est vraiment super chouette. Hein. Faut aimer le décor et l'univers, mais il est vraiment super chouette. Après, là aussi, très honnêtement, d'après ce que tu m'as expliqué sur les règles, puisque je connaissais pas, moi j'ai identifié 3 mécaniques que j'ai déjà pratiquées dans 3 autres jeux différents. Donc je veux dire, Ouais. il n'y a pas non plus une originalité. Alors après, Ouais. faut savoir si les jeux dans lesquels je les ai pratiqués sont postérieurs à San Juan ou À 2004, antérieurs, ouais. parce que du coup, voilà, c'est un peu la problématique devient un peu différente. Ouais. Mais le coup de tu fais une action et donc les autres en bénéficient aussi. Bah pas plus tard que l'autre jour dans March of the Ants, tu fais une action et les autres ont une réaction, donc ça leur apporte pas l'action complète, mais c'est la même chose. Si je me souviens bien, c'était dans Earth aussi. Quand le joueur actif choisit une action, bah, finalement tous les autres bénéficient de l'action mais d'une manière un peu diminuée, ce qui permet de ne pas avoir de temps d'attente entre les tours de jeu, ce qui est une idée intéressante. Puis le coup de payer Oui, des c'est ça. cartes avec sa main, et ben c'est pareil, je l'ai déjà vu, je sais plus dans quel jeu, mais et puis la carte retournée est quelque chose, bah par exemple Radlands le fait très bien puisque quand la carte elle est cachée, c'est un punk basique qui a aucune compétence, rien du tout, mais quand elle est révélée, bah c'est un personnage à part entière, donc ouais, mais voilà, ça serait sympa de savoir s'il prédatait tous ces jeux-là ou si lui aussi a récupéré des mécanismes à droite et à gauche. Ouais.
Je pense que peut-être que, alors je veux pas le défendre à tout prix bien sûr, parce qu'encore une fois j'ai pas la culture et ce que tu dis est tout à fait vrai. Peut-être que s'il démarque encore, c'est que tu ne pioches jamais si tu ne fais pas l'action de piocher, c'est-à-dire si tu ne prends pas, attends je vais aller rechercher, si tu ne prends pas l'action de vente ou bien l'action derrière aventureur, tu ne pioches pas de cartes, donc t'es obligé de brûler des tours pour récupérer un peu de cartes dans ta main. Et peut-être que l'autre avantage, c'est que on le voyait avec la Goldmine là, tu te fais une espèce d'engine building, c'est-à-dire tu crées des bâtiments qui ne permettent pas de rapporter de l'argent, mais juste d'améliorer tes actions ultérieures. Donc il y a quand même ce petit côté un petit peu planification qui peut-être le démarque un tout petit peu avec, je suis pas allé dans le détail, mais en haut à droite on voit qu'il y a le prix des marchandises qui va fluctuer selon le temps. Donc tu as un tout petit côté aussi opportuniste et gestion de, tu vois, un petit peu boursicotage. Mais oui, j'entends ce que tu dis et à un moment peut-être aussi que c'est des jeux, on revient à ce qu'on disait au début, des jeux que tu vas prendre aussi pour leur thème. Et parce que t'es attaché au thème, t'es attaché à... Et celui-là marche bien, donc il y a pas de raison. C'est des jeux qui sont faciles à ressortir souvent. On parlait des jeux doudou il y a pas longtemps. C'est des petits jeux qui, quand on a un fétiche avec tes enfants, avec ta femme, peu importe, c'est facile de le ressortir pendant des années sans vraiment t'en lasser. C'est pas des jeux qui lassent normalement. C'est clair. Je suis d'accord. Ok, je termine avec... alors du coup, bon, David est pas là, donc je vais passer vite, mais David a édité il y a 1 an ou 2, je crois, un jeu qui s'appelle Les Fièvres de Norbois, qui est un jeu de Will Sue et qui a une version française qui est absolument magnifique. C'est un jeu solo sur lequel en fait tu vas devoir convaincre, là tu vois de 0 à 7 au milieu, t'as des rois qu'il va falloir convaincre de s'allier avec toi pour un petit peu rassembler toutes les populations du fief de Norbois. Et donc ça a l'air tout simple comme ça. Le principe c'est que t'as une main de cartes, on le voit en bas à droite, et les rois que tu vas aller voir, donc l'oiseau en haut, ça te dit quel roi tu vas voir. Ce roi-là, lui, il va te faire des affirmations. Donc, tu pioches dans le deck principal une carte. Et si toi, tu tires mieux ou bien une couleur qui est du play, c'est-à-dire que tu as une bonne répartie et que tu arrives à le convaincre. Et ça fonctionne comme ça. Ce qui est marrant, c'est qu'il faut pas faire trop bêtement des points parce que si tu marques trop de points par rapport à une certaine limite de chaque roi, tu perds aussi. Donc, il faut faire juste le bon nombre de points. Tu as des alliés. Chaque carte a un effet particulier. Donc, tu peux utiliser, tu vois, la reine des fleurs qui va te dire placer la première carte de la pile de score sur le dessus du deck. Donc, tu peux, en fait, te démerder pour essayer de casser un peu le jeu, histoire d'avoir exactement le nombre de points dont tu as besoin. Mais alors, je veux pas détailler les règles, parce qu'encore une fois, David est pas là, David le nourrit, donc ça n'a pas grand intérêt. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, celui-là, il méritait l'As d'or parce que il va tellement plus loin que tous les autres. Chaque personnage a déjà sa petite phrase, tu vois, une rétractation honnête. Pour une tortue, c'est rigolo. À droite, la reine des griffes, donc c'est l'éléphant, si je me souviens bien. La bourse ou la vie à côté. C'est vraiment super mignon, la localisation et aux petits oignons. Et la mécanique est sympa parce qu'en fait, c'est que des cartes avec des valeurs, tu vois, genre c'est comme si tu avais Asker, carreau, pique. Sauf que ça devient des arguments et tu peux les thématiser selon le roi que tu vas voir. Si je veux voir le valet des fleurs ici, il aime les fleurs. Donc si je joue un set de fleurs, ça veut dire que je lui parle d'un sujet qu'il aime. Et tout est thématisé comme ça. Et en plus, vous le voyez en haut à droite, il y a une espèce de mini-campagne où il te raconte une petite histoire avec des setups particuliers. Donc au-delà du nombre incroyable de possibilités, parce que chaque carte peut devenir un roi ou un allié. Les rois que tu convaincs, tu peux t'en servir comme allié. Donc en fait, les combos sont incroyables. À la Slay the Spire, tu peux faire tous les combos possibles. Et en plus de ça, t'as ce petit côté campagne. Enfin, ils ont vraiment... Will Sue réfléchit son jeu très très loin et je trouve ça d'une beauté incroyable, d'une poésie incroyable. Et en termes même de hardcore gamer, tu vois, entre les cartes qui vont te permettre de, de remélanger le deck ou de tirer plus de cartes, moins de cartes, tu peux avoir plein de façons de jouer différentes qui vont dépendre de ton tirage initial. Et ça, c'est vraiment top. Donc, j'irai pas beaucoup plus loin parce que j'avais donc encore une fois des questions pour David. Mais celui-là, c'est pareil. Si vous voulez y jeter un œil, alors attends, je vais pas aller trop loin dans mes photos pour pas spoiler. Je vous recommande d'y jeter un œil. J'aime beaucoup la Dame des Fleurs, là, une chute bien amenée. C'est génial. C'est beau. C'est assez dur en plus au début. Et comme chaque carte a un pouvoir différent et peut être un allié ou un ennemi. Pas mal. Ouais, tu t'as des milliards de façons de rejouer. Bref, voilà. Ça, c'était le petit coup de cœur. Je vais pas plus loin. David n'avait qu'à être là. Mais ce serait, allez, on va dire mon numéro 2 sur ces cartes-là. Et donc, j'en termine là-dessus. Est-ce que peut-être que là, j'ai quand même pris beaucoup la parole, j'avais envie de vous montrer tout ça. Est-ce que toi, tu veux nous donner un petit peu ta réflexion sur les petits jeux en général, ta pratique du petit et moyen jeu par rapport au solo 2 tiers que tu peux faire ou de jeux énormes comme ça? Est-ce que c'est que c'est marrant parce que finalement, est-ce que c'est la place que t'as qui va déterminer quel jeu tu sors ou est-ce qu'il y a une envie de ce petit jeu-là à ce moment-là? Je voulais te lancer là-dessus, mais tu peux te lancer sur ce que tu veux finalement.
En fait, c'est un peu amusant parce que le petit jeu, je le pratique souvent avec Kevin parce que pour moi le petit jeu c'est un jeu court et avec Kevin à la pause déjeuner en fait au boulot on a généralement maximum 45 minutes. Donc il est évidemment un peu impossible de sortir des gros jeux parce que 45 minutes ça veut pas dire 45 minutes de jeu puisqu'il faut installer et ranger le jeu, donc ça fait beaucoup moins que ça en vrai. Donc tu vois, par exemple, pour moi, Dice Throne rentre quasiment dans la catégorie des petits jeux, parce qu'il loge dans un espace de 30 minutes, parce qu'on est tellement habitué au jeu que maintenant les cartes on les connaît par cœur, donc ça se joue très vite. Mais après, Et il est facile à transporter, ça doit jouer aussi quand même. il est facile à transporter aussi, tout à fait. Mais après, pour des vrais petits jeux, par exemple, on a des passages où on a beaucoup joué comment ça s'appelle, à la crypte de Sedlec. Oui. On a beaucoup joué à Conspiracy Abyss Universe, le petit jeu dérivé de Abyss, qui est très très bien aussi. Far Away, qui est excellent. J'ai jamais essayé celui-là. Far Away, c'est un jeu qui est diabolique pour moi parce que tu vas jouer les cartes dans un ordre, sachant que tu vas les scorer dans l'ordre inverse. Et donc du coup, faut que tu prépares tes grosses cartes plutôt au début, parce que pour remplir les conditions des cartes, il va te falloir des icônes, mais lorsque tu as terminé la partie, tes cartes principales, tu vas les mettre toutes face cachée. Et en partant de la dernière, tu vas les révéler et tu vas voir si tu remplis les conditions pour scorer. Donc du coup, faut que tu arrives à réfléchir sur l'avenir en te disant « Bon, je pose ça maintenant, mais ça veut dire qu'il va falloir que je me trouve telle ou telle icône. » Et c'est vraiment diabolique parce que tu y arrives pas forcément. Au bout d'un moment, tu perds un peu le fil. Ouais. Mais il y a des fois, il y a des miracles qui se passent parce qu'en plus, tu vas, si jamais tu arrives à poser les cartes dans un ordre croissant de chiffres, tu vas tirer des cartes de temple qui, elles, seront toujours visibles. Donc du coup, tu peux te préparer des gros scorings rien qu'avec les temples comme ça. Et c'est fantastique parce qu'à chaque fois, tu te dis, mais est-ce que je vais y arriver? Tu as l'impression que tu vas jamais y arriver. En fait, c'est très très bon. Donc ouais, moi, ça c'est le genre de petit jeu. Après, j'y joue parce que j'ai aussi envie et je suis très content, par exemple, quand Kevin apporte Far Away. J'adore jouer à Dice Throne, évidemment, tout ça. Donc, il y a quand même une notion d'envie. Après, quand je joue à un jeu solo, le petit jeu en solo, ça va être aussi une question de temps et de fatigue, quelque part. Je vais, tu vois, par exemple, à l'heure qu'il est, là, si on terminait le podcast maintenant, j'aurais envie de jouer, je lancerai pas un Anachronie, si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Par contre, un River Valley Glassworks qui se joue en solo en 15 minutes et qui est très fun, c'est banco. Des petits jeux comme ça, voilà, c'est ça en fait. Il y a cette notion aussi de la durée qui est très importante, qui est un des facteurs du plaisir que j'y prends, parce que je sais que je vais avoir un plaisir de jeu, et aussi que ce plaisir de jeu va être dans un temps raisonnable, contenu, et donc il va pas empiéter sur les autres trucs que j'ai à faire absolument. Et ça, c'est très bon. Ouais, donc à ce côté-là aussi. Mais est-ce qu'il y a, pour finir là-dessus, parce que je veux pas empiéter sur ton sujet, est-ce que tu vas avoir, comme moi, là c'est le cas par exemple avec les Fièvres de Norbois, des jeux où c'est aussi le thème, j'ai envie de jouer à ce thème-là, ou cet univers-là, je l'aime, même s'il est tout petit, ou est-ce que c'est quand même pas souvent assez creusé pour ça, si... Si, tu vois, par exemple, le petit jeu de Abyss, moi j'aime bien aussi son thème. Le Far Away, j'aime beaucoup l'idée de ces peuplades bizarres qu'on va essayer d'assembler comme ça. Non, je pense qu'il y a... Alors il y a aussi des jeux qu'on choisit avec Kevin dans la pause déjeuner parce qu'on sait qu'ils vont loger, et que, bon, là, l'attachement au thème est peut-être un peu moins important. Mais ça n'empêche qu'en général, après, c'est peut-être pas qu'on aime le thème, mais que le thème nous accroche. Il nous est arrivé, par exemple, de faire à 2, parce que ça loge à 2, à 3 c'est un peu plus long, des parties de long shot, le jeu de PMU, entre guillemets, où tu fais avancer les chevaux sur l'hippodrome, tout ça. Et à la base, c'est comme le vélo pour Flamme Rouge, on s'en fout. Mais le jeu est tellement bien fait que du coup, on se prend à aimer l'univers aussi. Finalement, moi j'aime beaucoup le long shot parce que les chevaux et les jockeys sont représentés de manière décalée, les noms sont un peu décalés aussi, sont un peu humoristiques, donc du coup l'emballage participe au plaisir du petit jeu. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ouais, je comprends, ouais. Mais c'est peut-être malgré tout comme des jeux sur lesquels l'aspect mécanique aura plus d'importance au global que... Oui, et puis l'aspect mécanique et l'aspect temps aussi. Pratique, ouais. Parce que tu sais que quand tu commences la partie, elle va se terminer avant que tes impératifs te rattrapent. Ouais. Et on passe, alors du coup, une sorte de transition, parce que tu as réévoqué Dice Throne, au deuxième volet de ce débat, et on va rebondir donc sur l'annonce de la déclinaison de Dice Throne en jeu vidéo. Alors Xavier, j'ai eu l'impression que tu étais content
dans notre dernière émission que la licence se démocratise, et en même temps que t'étais pas du tout emballé par la proposition, en tout cas pour un jeu comme Dice Throne. Et où est-ce que tu te situes, parce que ça on l'a pas abordé donc dans la précédent podcast, en général sur les adaptations sur écran de jeux vidéo, on parle pas là précisément de TTS, de Tabletop Simulator, mais de la transformation en jeu vidéo. Tu disais que pour des jeux plus complexes ça pourrait marcher. Où tu te situes aujourd'hui et qu'est-ce que tu penses peut-être avec un peu de recul de Dice Throne? Est-ce que ta réflexion a évolué là-dessus? C'est exactement ça. Je suis un peu, pour être vulgaire, le cul entre deux chaises parce que je reconnais les mérites absolus de la transition vers le jeu vidéo pour certains jeux, et en même temps, ça n'empêche que ça m'enlève quand même une grande partie du plaisir de jeu. Je suis d'accord, et par exemple un jeu comme Terraforming Mars, c'est un candidat tout à fait rêvé pour ce genre de transition, parce qu'il y a tellement de petits morceaux à déplacer, de monnaie à changer, trucs comme ça, que comme tout est géré par l'ordinateur, les cartes, tout ça, tu peux finalement te faire une partie solo contre des adversaires électroniques en 20 minutes. Ce qui pour un Terraforming Mars, c'est quand même assez monstrueux quand on y pense. On peut penser à Dune Imperium aussi, par exemple. Voilà, ou d'une Imperium, exactement. Et en même temps, je suis pas fan parce que la plupart du temps, ça me retire quand même pas mal de plaisir de jeu. On parlait de Dice Throne récemment, et pour moi, Dice Throne, ça va être un grand nom, parce que un des plaisirs de Dice Throne, pour moi, c'est d'avoir ces dés dans la main, de les faire tourner dans la main, et une fois passé sur ordinateur, je vais appuyer sur un bouton, l'ordinateur va me lancer des dés, et le problème est que en version informatique, moi, je suis jamais convaincu que les moteurs de probabilité soient corrects. Donc, il y a aussi ça qui m'emmerde. J'ai déjà pas beaucoup de chance, en général, quand je lance moi-même les dés. J'ai déjà pas beaucoup de chance dans la vie. Voilà. Si en plus, le modèle est pas top, c'est un peu ennuyeux. Et, un peu avant ça, lors de sa dernière campagne pour une extension, Louise Pruet, l'auteur notamment de Keep the Heroes Out, a annoncé aussi une version sur Steam en jeu de société, en jeu vidéo. Et là c'est pareil, moi les meeples ils sont tellement mignons que moi ça m'ennuie un peu quoi. Ça m'ennuie un peu. Et pourtant c'est pas nouveau parce que Terraforming Mars ça fait un certain temps qu'il existe en version jeu vidéo. Sight c'est la même chose. Comment s'appelle le jeu sur les trains là, le très très grand classique. Les Aventuriers du Rail. Les Aventuriers du Rail, voilà pareil. Même Everdell est passé en jeu vidéo. Je l'ai acheté. Je suis extrêmement déçu. Parce que du coup, la partie est très rapide et j'ai pas le temps de comprendre ce qui se passe. Et visuellement, ça correspond pas. Moi, voilà, ça me gêne. Est-ce que j'essaie de relancer, je sais pas ce que tu avais prévu en termes de développement, mais j'essaie de te relancer avec des questions que moi je me posais. La première, c'est est-ce que c'est pas parce que nous on aime mélanger des cartes et lancer des dés, tu sais, il y a un côté physique qu'on recherche. Tout à fait. Et en parallèle, est-ce que c'est pas parce que nous on joue aux jeux vidéo? C'est-à-dire que moi, si je veux un écran, je joue aux jeux vidéo. Alors qu'il y a peut-être des gens qui ne jouent que aux jeux de société et pour qui ça devient une espèce de nouveau territoire, ces jeux de société en jeux vidéo, tu vois. Parce qu'ils ont pas... En fait, moi j'aurais plutôt l'approche inverse, à savoir que j'ai l'impression que ça va plutôt toucher des joueurs de jeux vidéo qui jouent pas aux jeux de société et qui vont jouer à des jeux de société parce que c'est un jeu vidéo. Quelque part. Tu conclus que je pense qu'il y a une espèce quand même un peu de cloisonnement. Je pense que toi et moi, on n'est pas si représentatif de la population générale de joueurs de jeux de société ou de joueurs de jeux vidéo. On est un peu, comme diraient les joueurs de Donjons et Dragons, on est un peu biclassé, quoi. Donc du coup, on a peut-être, comme tu le dis, ça par contre c'est tout à fait vrai, un point de vue un peu biaisé, un peu faussé, parce qu'on a des sous dans les deux gamelles, entre guillemets. Ça n'empêche quand même que pour moi, passer un jeu de société en jeu vidéo, c'est quand même à la base un peu une trahison, parce que justement, tu fais du jeu de société pour pas être devant un écran, et que finalement, des jeux de société en jeu vidéo, à part Terraforming Mars, j'en pratique pas vraiment, parce que du coup, j'ai d'autres jeux vidéo qui me passionnent bien plus, parce qu'ils ont un scénario, une histoire, un gameplay qui est beaucoup plus développé. C'est ce que je veux pas non plus dépasser le média du jeu de société, même en jeu vidéo. Regarde Wingspan, tu fais exactement la même chose que sur le jeu de société. Il n'y a pas d'ajout, parce que c'est une vidéo, à part le fait que tout est géré par l'informatique et que t'as plus besoin de distribuer des cartes, de poser des pions, des trucs comme ça. C'est tout. Le côté mécanique est pris en jeu, en gestion, mais le reste est pas touché, et c'est normal. C'est normal. C'est ce que j'essayais de dire d'une certaine manière,
nous, on va aller aux jeux de société parce qu'à ce moment-là, on n'a pas envie d'un jeu vidéo, en fait. Mais je sais pas. Tu penses vraiment que j'ai des milliards d'idées sur lesquelles te lancer. Je sais pas sur lesquelles te lancer en premier. Je pense que sur des jeux, je regardais derrière moi des jeux comme Primal, par exemple, The Awakening, le gros jeu de Boss Battler. C'est un jeu que je pourrais peut-être apprécier en jeu vidéo parce que ça simplifie justement toutes les manips et tout. Et encore que, enfin, je pense qu'il y a un vrai plaisir à toucher. Et je sais pas si, parce que tu avais pas l'air de croire que ça allait pousser des gens vers le jeu de société dans le dernier podcast, et là, tu as l'air de dire que peut-être quand même, ça permettrait de franchir un cloisonnement. Donc, je sais pas. Oui, mais avec la nuance que ça va pousser des gens vers le jeu de société dans le sens où ils vont le découvrir en version digitale, mais ça va pas forcément les pousser à se mettre autour d'une table avec des pions en carton, des figurines en plastique et des règles de 25 pages à assimiler. Je pense que c'est simplement pour moi, une diversification de la part de l'éditeur pour toucher un public qu'il ne toucherait pas forcément. Oui, avec un IP, quoi. Parce que, voilà. Et parce que ça ça l'attrait justement, du fait que tout le côté chiant, à savoir distribuer les cartes, remballer les pions, tout ça, il est plus là. Ce qui est un Donc, plaisir pour les malades comme nous. Bien sûr. Oui, c'est clair. Moi, c'est vrai que quand je finis une partie de Speakeasy, par exemple, bah, j'ai plaisir à ranger tout parce que pendant que je range tout, je repense à la partie. Exactement. Ouais, c'est ça. et alors que tu vois, j'ai quelqu'un dans ma famille donc qui est youtubeur jeux vidéo et lui c'est l'inverse. Donc Steam, salut si tu tombes là-dessus. Qui me disait une fois, mais je veux pas pourquoi je me ferais chier à lire 30 pages de règles alors que j'ai des jeux vidéo si je veux m'amuser. Et donc il va pas trouver son truc au même endroit. Et je sais pas si ce serait vraiment génial. Dites-nous en commentaire. Alors je déteste les gens qui disent ça, mais pour le coup je le dis comme ça. Si vous pratiquez les deux ou que l'un ou que l'autre, ou si ça vous paraît impossible parce que je vois pas la plus-value pour des gens comme nous. À part aller peut-être sur mobile. Il y a des moments où j'étais content de jouer sur mobile à un truc si j'étais en déplacement, tu vois, et que j'ai pour avoir mon fixe un petit peu, tu vois. Et encore à ce moment-là, je sors la Switch, donc je sais pas qui ça va chercher. Et j'ai envie de te dire que même si on est loin et qu'on veut faire un truc tous les deux, je pense, je sais pas. J'ai envie de dire peut-être que je préférerais quand même TTS, Tabletop Simulator, au jeu vidéo Dune, Imperium, parce que j'aurais aussi, entre guillemets, le plaisir de manipuler les cartes, ou en tout cas, c'est moi qui suis acteur de mon jeu. Un petit peu comme un maître de jeu, tu vois, tu joues au jeu de rôle papier ou tu joues à Oblivion sur ton PC, c'est pas la même chose, je pense. Après, t'abordes TTS et c'est intéressant parce que justement, t'as tout à fait à nouveau ce plaisir de manipuler les cartes, les jetons et les figurines, mais d'un autre côté, TTS, qu'est-ce que c'est chiant de ce côté-là si t'as pas les automatismes, si t'as pas les shortcuts déjà faits, tout comme ça. C'est une horreur. Je sais que ça nous avait gâché une partie de Nemesis avec Kevin et un autre pote parce que on avait oublié de verrouiller le redimensionnement des figurines. Donc du coup, au bout d'un moment, il y en avait qui s'amusaient à faire plus de 2000% sur la Queen Alien, et du coup le jeu avait complètement déraillé, mais bon voilà, ça c'est nous, ça après. Et puis t'as toujours le nombre de parties où t'invites un mec, et le mec quand il vas-y pioche une carte, puis il fait et là il retourne toute la table, tu sais, tout vole. C'est ça. Et tu sais même pas comment il a fait. C'est ça. T'as jamais pensé que c'était possible de faire un truc comme ça, et lui il le fait et te fait mais oui, mais en fait finalement on peut faire ça en appuyant sur cette touche là par erreur. Mais bon, voilà, c'est et quelque part, tu vois, par exemple tu parlais de Dune Imperium, même si le portage du jeu est très bien fait, c'est la même chose pour Everdell, pour moi ça n'apporte pas de plus-value parce qu'il n'y a pas de plus-value à apporter en dehors, encore une fois, de la gestion, de la mécanique, enfin du moteur interne du truc, à savoir distribuer des cartes, tout ça. Parce que finalement, dans Dune Imperium, je veux dire, t'es pas sur le terrain en train de faire les bastons comme tu pourrais le faire dans un jeu vidéo de Dune, parce que il y a pas de baston, c'est juste une comparaison de score, quoi. Donc c'est et de l'autre côté, à l'inverse, c'est pareil. J'ai parfois du mal à voir la plus-value qui est différente de la valeur, attention, qui est différente de la valeur du jeu, la plus-value que peut apporter la transition d'un jeu vidéo à un jeu sur table. Par exemple, Slay the Spire, apparemment la version jeu de société est très bonne, mais je vois pas ce que ça apporte de plus que le jeu vidéo. J'avais noté, je voulais en parler, en disant que c'était pas satisfaisant dans le sens, qu'il soit bon, a priori il est bon, mais que ça rajoute quand même beaucoup de manipulation à un jeu qui à la base se focalise sur ta réflexion et ton
tu vois, ton deck building et pas sur les milliards de cartes que tu vas devoir resliver à chaque fois. Mais je peux même aller un petit peu plus loin, te pousser un petit peu plus loin dans tes retranchements. C'est-à-dire que si demain, quitte à être sur un écran, tu préférerais jouer à un jeu vidéo qu'à Dune en jeu vidéo, tu vois ce que je veux dire, ou que est-ce que c'est quoi du coup la plus-value du jeu de société? Est-ce que c'est juste le fait de distribuer les cartes? Si ce monde-là de, je sais pas, d'une Imperium ou de ce que tu veux, de Dice Throne, te fait pas envie s'il est sur un écran, est-ce que ça veut dire que du coup les mondes du jeu de société ne nous intéressent pas en tant que tel et que c'est juste le fait de toucher des cartes qui vont faire que ça a une valeur? Tu vois ce que je veux dire? On pourrait pousser le vice jusque-là. Je vois ce que tu veux dire, mais pour moi c'est pas du tout ça, parce qu'en fait mon rapport aux médias est pas du tout le même. Le média jeu de société, il fait partie intégrante en 3 dimensions de mon univers. Il est sur ma table, il est physiquement là. Le jeu de vidéo, il est, comme tu le dis, et c'est aussi une de ses forces, à la limite transposable. Il peut être sur mon écran de PC, comme je te vois actuellement, comme je peux y jouer aussi sur ma tablette, sur ma Switch portable que je mets dans le métro. C'est pas du tout le même rapport que ça. Et puis, le jeu de société, c'est aussi un temps où je m'immerge dans un média qui est fixé. Je veux dire, le jeu vidéo, l'éditeur peut faire des updates n'importe quand, et ça peut être des updates qui ne me plaisent pas. Le jeu de société, pour des updates, faut que j'achète des extensions, et si je vois que ça me plaît pas, j'ignore l'extension et je joue à mon jeu tel qu'il est. Exact. Par exemple, le scoring de Ark Nova. Moi, je déteste ce nouveau scoring feel good où tu rajoutes 100 points à tout le monde parce que les gens, ils aiment pas avoir un score négatif à la fin. Et ben moi, je viens de me faire une partie où j'ai pris moins 38 et les deux bots ont eu moins 28 et plus 35. Et ben, c'est pas grave. J'ai mal joué, c'est pas grave. Mais voilà, c'est pas du tout le même rapport, je dirais quasiment charnel, temporel, visuel, tout ça. C'est pas du tout la même chose pour moi. Mais on peut même se poser cette question de le côté un petit peu bricoleur ou MacGyver, parce que entre les house rules, donc le fait d'adapter les règles ou de les conserver comme elles te plaisent, les inserts, tout ce qui est sleeving, le plaisir de ranger, de déballer et tout, il y a peut-être ce côté quand même un petit peu bricolo qu'on aime bien et que le jeu de vidéo évidemment ne te permet pas. C'est peut-être aussi un des charmes aussi, mais parfois je me dis pourquoi j'ai pas envie de jouer sur mon PC à des jeux de société? Est-ce que c'est parce que leurs univers sont pas assez bons? Non, je crois pas en fait. Mais pourtant, si tu enlèves ce plaisir de toucher le jeu de société, je préférais jouer à Resident Evil, je préférais jouer à, tu vois. Ouais, mais c'est pas du tout la même chose parce que tu ne peux pas avoir les mêmes sensations dans un Resident Evil, qui est un jeu d'action, que dans un jeu de société qui est par définition pas un jeu d'action. Ouais. Même Primal, même Kingdom Death Monster, même Townsfolk Castle qui sont des boss battlers, ça reste du déplacement sur des cases à la façon des échecs finalement. Donc c'est des tempos pas du tout les mêmes. En fait, dans Resident Evil, tu veux un frisson d'action immédiatement. Tu veux être sollicité sensoriellement, sans arrêt, par des scare jump, par des jump scares, par le fait que tu recharges ton arme, des trucs comme ça. Alors que sur le jeu de société, t'as toujours cette capacité à te détacher, à te dire, bon, oui, ok, je suis dans cet univers-là, mais alors, bon, quand même, en termes d'optimisation, si je min-max là, après, plus tard, je peux choisir ça, qui va faire un plus de tout ça, et hop, tu reviens dans le jeu. Dans le jeu vidéo, tu peux pas. Non, dans le jeu vidéo, t'es dans le jeu vidéo. Si tu sors du jeu vidéo, t'es sorti du jeu vidéo. Et les jeux vidéo qui ratent leur cible, c'est parce que souvent, ils n'arrivent pas à immerser complètement la personne dans le jeu vidéo. Dans le jeu de société, pour moi, t'as ce loisir de sortir et d'entrer continuellement dans le jeu. Alors, avec la nuance pour les jeux narratifs, qui peuvent être un peu plus, je dirais, demandeurs d'immersion, bien entendu. Mais voilà, Anachronie, quand je joue Anachronie, en solo ou en multijoueur, je peux m'extasier sur la beauté des figurines, sur la profondeur du jeu, et puis derrière me dire, ouais, mais alors si je prends ce bâtiment-là, après je peux envoyer lui, cet ouvrier-là, faire ça, puis comme ça, qui n'est pas du tout une immersion. Ouais, je comprends. Oui, ça renvoie au côté, encore une fois, un petit peu bricoleur, ou enfin, pas bricoleur là dans ce sens-là, mais ou le côté où t'es acteur enfin, les mécaniques, c'est toi qui va les animer, c'est pas l'ordi qui les fait tourner en fond, et tu peux pas passer outre peut-être aussi. Hein. Et puis c'est pas le même genre d'action dans le jeu vidéo. T'es quand même plus action. Tu t'appuies sur un bouton, il y a une réaction à l'écran, alors que sur le jeu de société, c'est pas l'action, elle est là, mais elle est différée finalement, parce qu'il faut qu'entre le moment où tu penses cette action et le moment où l'action se déroule, que t'aies fait un enchaînement de gestes, de lancer de dés, de comparaison de tables, de jeux de cartes en plus pour modifier des trucs, et ainsi de suite. Donc je pense que ce sont deux médias qui sont pas du tout les mêmes. Ouais, il y a une traduction par les mécaniques, ouais.
Et alors on risque de manquer de temps, mais j'avais envie de te lancer sur l'inverse, hein, peut-être d'un petit mot quand même, parce que j'y tiens assez, c'est-à-dire les jeux de société dans des jeux vidéo qui n'existent pas physiquement en jeu de société. Donc le plus évident, c'est peut-être pas mon préféré, mais j'ai quand même beaucoup joué Hearthstone par exemple, donc qui est le jeu de cartes de Blizzard en ligne. Il n'existe pas de jeu physique de cartes Hearthstone parce que c'est souvent trop compliqué, parce que ça va être des jeux qui permettent de transformer les cartes ou de les détruire, etc. Évidemment, tu peux pas déchirer tes cartes et puis les recoller après. Donc souvent, et c'est ce qui d'ailleurs cette liberté qui fait que ces jeux-là, peut-être en jeu de société, sont plus intéressants. Alors que d'une Imperium tu jouerais pas sur ton PC, tu vois ce que je veux dire. Ceux-là t'as quand même envie d'y jouer parce qu'il y a cette permissivité, ce truc en plus que tu auras jamais en vrai. Et je voulais donc du coup te parler de ceux que j'adore et un que peut-être t'as pratiqué aussi. Alors il y a le Gwent à l'époque de Witcher 3, je faisais plus que ça à la fin et je sais que j'étais pas le seul. Alors il y a eu des tentatives de version physique du Gwent, mais c'est peut-être un des moins compliqués à rendre en physique, mais j'ai pas l'impression que c'est la priorité de ces Project Red. Ou alors j'ai fait des petites recherches, j'ai pas vu vraiment alors que j'ai l'impression que ça pourrait quand même plutôt bien se vendre. Et moi je voulais parler de ce qui n'évoquera peut-être rien à un grand nombre d'entre vous, c'est les Récits de Gloire. Les Récits de Gloire, c'est le jeu de cartes du MMO Elder Scrolls Online. Alors que français sourcil, donc c'est qui a jamais joué, ou peut-être très très marginalement. Mais je suis pas arrivé jusque là visiblement, parce que j'en avais jamais entendu parler avant que tu m'en parles. En fait, il faut, si tu suis les campagnes dans l'ordre et tout, c'est très très loin. Après, tu peux le débloquer à n'importe quel moment, mais il faut savoir que ça existe, quoi, forcément. Mais c'est sûr. Alors j'adore ce jeu. Il y a des gens qui ont tenté, encore une fois, de le mettre en physique dans des events un petit peu amateurs, mais t'as ce problème d'avoir des multiples compteurs, d'avoir des cartes encore une fois transformées, etc. Et je regrette vraiment, tu vois, alors ce jeu-là, par exemple, qui existe même pas, parce que le Gwent, à un moment, ils ont lancé une version qui était en dehors de The Witcher. Alors que Récits de Gloire, il faut jouer au MMO Elder Scrolls Online pour pouvoir y accéder. Et je regrette parce que il y a vraiment une bonne idée que je pense on pourrait transposer en jeu de société où, selon les cartes que tu choisis pour ton deck, c'est des decks un peu communs. Tu vas faire un deck, tu crées un pool commun avec plusieurs decks. Selon les decks que tu choisis, tu as des conditions de victoire différentes, en fait. Et elles sont pas toutes cumulatives. Il suffit d'en remplir un certain nombre pour, tu peux gagner au point, mais tu as plusieurs types de points. Tu peux gagner en satisfaisant les conditions qui sont liées au deck. Et voilà. Et sinon, le jeu en lui-même, il est pas très, très compliqué, mais il y a vraiment des mécaniques qui marchent bien. Et voilà, je trouvais ça intéressant. Donc, je sais pas si toi, t'as des exemples de ça, de ces jeux qui n'existent qu'en jeu vidéo, mais qui pour le coup te rendent accro autant qu'un jeu de société qui sera sur ta table. Et Récits de Gloire, à un moment, c'était ça, je ne jouais à Elder Scrolls Online que pour ça. Bah, moi, j'ai été très accro d'abord aux jeux de dés qui étaient dans The Witcher 1 et 2. Je me souviens pas très bien, mais oui. Qui était très basique, finalement, c'est une sorte de poker amélioré, donc bon, rien de transcendant, mais c'était assez marrant quand même parce que la physique était tellement faite que en fait, si tu lançais les dés, d'une certaine force, tu pouvais les faire sortir du plateau de jeu, donc ça faisait un peu tilter la machine, c'était assez rigolo. Mais pour parler du Gwent, moi je les ai les cartes du Gwent quand ils avaient fait une édition limitée. C'est avec le Witcher 3, c'est ça, non? Ouais, c'est ça, avec les 2 paquets de 2 fois 2 factions, quoi, donc 4 factions. Honnêtement, ça valait pas grand-chose en termes de gameplay en physique. Ok. Je pense qu'ils avaient pas mal simplifié des trucs. Et donc, du coup, c'était pas très. Et d'ailleurs, Gwent existe toujours en version numérique, mais les règles ne sont plus du tout les mêmes. Ouais, c'est d'ailleurs dommage. Oui, ils ont voulu toucher une audience plus large. Moi, ce que j'aime bien, c'est que souvent, c'est des jeux, en tout cas pour ceux qu'on a pu connaître, qui vont chercher des règles ou des mécaniques que tu n'auras jamais sur une table parce qu'ils impliquent, encore une fois, des transformations de cartes, des choses comme ça. Et du coup, parfois, tu as une vraie plus-value. Toi qui es un fan de jeux de société, tu trouves une plus-value sur un écran, sur une mécanique que de toute façon, tu n'auras jamais autour d'une table avec tes amis. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Après, ça, pour moi, ceux que j'ai connus, parce que j'ai pas fait les Récits de Gloire et j'ai très peu joué à Hearthstone, parce que ça rentrait beaucoup trop pour moi dans une logique Magic, à savoir, faut des cartes, faut jouer, faut jouer. Et j'en pouvais plus. Donc parce que moi, j'ai connu la première version de Magic, je suis un vieux. Donc voilà, les decks alpha avec les lotus noirs, j'en ai vu un sortir devant moi, un lotus noir dans une boutique à Poitiers. Et à l'époque, ça valait pas grand-chose. Donc le mec, je sais plus, parce que dans les premières règles de Magic, si je me souviens bien, tu misais une carte avant de jouer et le vainqueur remportait toutes les cartes misées. Ouais. T'imagines, tu perdais des cartes de ta collection. Ouais.
Ah, c'est une folie. Et ils ont très rapidement arrêté d'ailleurs. Ouais. Et donc du coup, pour moi, Hearthstone était très intéressant. J'ai trouvé ça très sympa et franchement, j'ai pris du plaisir à jouer, mais beaucoup trop demandant en termes d'investissement. Après, il y a eu un jeu qui était, si je me souviens bien, sur un des Might and Magic, la série des Might and Magic, je crois qu'il y avait un petit jeu de cartes, ou les Heroes of Might and Magic, un petit jeu de cartes qui était tiré de la série, si je me souviens bien. Mais j'ai jamais réussi à traquer une version physique existante. Je sais même pas si elle en a été vraiment éditée à des exemplaires significatifs. Mais pour moi, ça reste un gimmick à côté. Pour moi, c'est un truc marrant de nostalgie ou de ouais tiens t'as vu ils en ont fait. Par exemple tu vois j'ai le jeu de deck building de World of Tanks. Mais alors là c'est plus pareil parce que c'est pas. Tu rigoles. Hein? Oui, c'est pas la mécanique du jeu lui-même qui est tirée. Voilà, c'est ça. Oui, mais bon, vas-y. T'as envie de nous en parler. Et du coup, tu rigoles parce que c'est marrant, parce que c'est vrai que je comprends la réaction. Et en fait, c'est assez bon parce qu'ils ont poussé les règles du deck building de manière assez intéressante, puisque forcément, tu peux récupérer des cartes de n'importe quelle faction, entre guillemets, mais du coup, tu peux attaquer une base adverse qu'avec des cartes de la même faction, parce que tu vas pas mettre des Allemands et des Français et des Anglais qui bossent ensemble. Et du coup, ça t'oblige à gérer ton deck de manière différente, et il est bien meilleur que ce que je pensais, et j'ai personne avec qui jouer, parce que tout le monde dit World of Tanks, toi et tes gros canons, toi et tes tanks, voilà. Je ne reçois que du mépris, de la haine, et parfois même on me crache dessus dans la rue, parfois on me donne un coup de pied, comme voilà. Ouais. Ah, c'est marrant, ça renvoie un peu à la mécanique des couleurs dans Odin, où il faut avoir des cartes de la même couleur pour pouvoir les jouer. Faudrait que je le ressorte, parce que maintenant que j'ai un peu plus de joueurs, entre guillemets, faudrait que je le ressorte pour voir si c'était ma première deluxification. Ah ouais. J'avais fait faire un tapis en néoprène spécial. Ici, au Japon, ça m'avait coûté un bras et demi. Ouais. La qualité est merdique par rapport à ce qu'on fait maintenant en néoprène, mais franchement, tu vois, j'étais allé jusque là. Et du coup, non, mais voilà, pour moi, ça reste des à côté fun, mais qui vont pas forcément avoir un intérêt ludique au-delà de ça, quoi. Ouais. Les jeux tirés de jeux vidéo, de jeux intégrés dans les jeux vidéo, voilà, c'est anecdotique. Oui, puis bon, on l'a vu, ça se transcrit souvent moins bien quand on les met sur table parce qu'on doit simplifier. Après, encore une fois, je regarderai les commentaires s'il y a des gens qui pratiquent ça, donc en version adaptée sur table, en version sur écran. On n'a peut-être pas tout à fait le même rapport aux jeux vidéo. Je pense que moi, je pratique un peu plus le jeu vidéo que toi, et je suis peut-être plus sensible aussi. Ah ouais? Ah, je sais pas, j'avais l'impression que... Le mec, il a pas vu ma ludothèque. Ouais, mais c'est pas la taille qui compte, c'est la façon de sortir, c'est le nombre de fois où tu la sors. Et bien. Donc non, alors peut-être que je me trompe, mais j'avais l'impression que peut-être que c'est vrai que t'as beaucoup de jeux, mais et puis j'ai commencé, sans vouloir me vanter, j'ai commencé en 87 à jouer. Hein. Oui, mais des fois il y a des gens qui vont décrocher, enfin qui auront plus le rapport. Tu vois, moi aussi dans les années 90 j'ai commencé, il y a des gens qui décrochent entre temps. Mais j'ai jamais décroché, j'avoue que j'ai jamais décroché, donc j'ai toujours joué à des jeux vidéo, principalement sur PC mais aussi sur console. Et donc du coup, c'est vrai que voilà, moi tu vois, le Gwent, voilà, c'est ce que je cherchais tout à l'heure pour finir sur le Gwent. J'ai apprécié le Gwent dans The Witcher 3 parce que je jouais Gérald de Rive. Oui, peut-être. Oui, parce que j'étais dans cet univers-là et que je me battais contre Jaskier, que je me battais contre, j'ai oublié son nom, le mec de l'Empire adverse qui est un espion mais qui est quand même un peu un sympathisant, les mecs de la Scoia'tael. Il y avait le tout. Alors que si je joue contre toi, un pauvre mec, la magie est différente. La magie est différente. Mec comme toi, désolé, tu n'es pas Gérald de Rive. Oui, tu sors du truc. Ouais, je comprends. Et ce sera nos auditeurs et nos spectateurs qui nous départageront alors, mais je comprends aussi cette façon. Disons que peut-être que moi qui avais une fixation sur réseau à un moment, Elder Scrolls Online, du coup, mais ça avait pris le pas sur tout le reste du gameplay, c'est impressionnant. Mais peut-être que tout le monde n'est pas sujet à ce genre de fascination que j'avais eu à ce moment-là. On termine rapidement parce que j'ai malheureusement des contraintes de temps ce coup-ci, on n'a pas commencé aussitôt qu'on aurait voulu. Alors je rappelle à ceux qui débarqueraient un petit peu tard ou en dilettante que j'ai lancé un sondage sur les illustrations dans les podcasts. C'est-à-dire que l'idée c'était, il y a des gens dans les commentaires qui disent dommage que tu mettes pas plus d'images dans le jeu. Et moi j'étais parti du principe que la plupart du temps les gens écoutaient le podcast sans forcément le regarder. Actuellement, il y a à peu près 25% des gens qui disent on aimerait bien plus d'images. Donc, vu le temps que ça prend au montage, ça sera pas suffisant. Je vais essayer de retrouver le lien du sondage s'il n'est pas fermé là et de le remettre en lien de cette vidéo. Si vous voulez participer et faire grossir un camp, ça orientera le fait parce que c'est vraiment beaucoup d'efforts et beaucoup de travail derrière. Donc, je le ferai que s'il y a une
part assez substantielle des viewers qui sont intéressés par ça. A priori, pour l'instant, c'est pas le cas. Comme d'habitude, on va regarder quelques commentaires, mon cher Xavier, on va les lire, tu vas les découvrir en direct avec moi. Oui. On va commencer avec Steph Sharp qui dit tout simplement « Je deviens client régulier de ce format. J'aime l'ambiance et la pertinence de certaines questions. Merci pour ces échanges. Je vous écoute en fabriquant des tables de jeu. » Donc c'est encore plus original que celui qui écoute en peignant. Donc voilà, donc on est vraiment dans la tête des gens, dans les oreilles des gens, à plein de moments de leur vie, de leur hobby. Je trouve ça vraiment génial. Army Quan qui dit très chouette épisode. L'annulation de Shifters, donc qu'on avait débattu, et plus généralement l'annulation de Kickstarter quasiment au lancement, pourrait faire l'objet d'un sujet à part entière. Je crois que j'avais répondu à Army Quan que c'est des sujets qu'on a déjà évoqués. Je veux pas être négatif à chaque fois. Tu vois, on était plutôt dans les good vibes, toi et moi, Xavier. Et donc il y avait donc la question des jeux doudous, hein, bien sûr. Donc lui, il nous parle de Terraforming Mars justement. Même après plusieurs centaines de parties, je peux revenir encore et encore sans aucun souci. Merci pour cet épisode et vivement le prochain. Donc ouais, on voit des gens. Je me souviens, Kevin disait oui, il faut voir comment ça évolue avec le temps. Visiblement, tu vois, tu peux faire des centaines de parties du même jeu et toujours être accro. Mais personnellement, donc avec Kevin, on a bientôt 200 parties de Dice Throne. Et personnellement, avec Prélude, Terraforming Mars, c'est tout à fait un jeu que je me verrais jouer des centaines de fois. Ah ouais, ça complètement. Il y a tellement de variabilité. Et plus récemment, Ark Nova, c'est la même chose. Même si on va pas lancer un sujet là-dessus, même si c'est tentant, mais je me souviens qu'à une époque, c'était peut-être en milieu d'année dernière ou l'année d'avant, vous parliez d'un relatif burn-out de Dice Throne qui a pas duré, mais il y a eu un moment de flottement, j'ai l'impression, où vous étiez un peu moins chaud quand même. C'est vrai parce que du coup, il y avait plus de nouveaux personnages. Ça, c'est évident. Ouais. Et que au bout d'un moment, par contre, par rapport aux centaines, voire parfois aux milliers de cartes d'un Ark Nova, d'un Terraforming Mars, forcément, tu commences à faire un peu le tour des stratégies. Ouais. Donc, t'es un peu moins motivé pour y revenir. Alors que je pense que c'est la force. Toutes ces cartes que tu vas 99% du temps jeter dans Ark Nova et Terraforming Mars, et une fois, tu vas les utiliser et ça va être tellement bon que tu vas gagner, tu vas t'en souvenir, et tu la regarderas d'une autre manière, la carte. Ça, Dice Throne ne peut pas vraiment l'apporter. Non. Et je me souviens que Dylan disait qu'un de ces jeux doudous, c'était d'une Imperium, c'est pareil. Hein, entre les cartes que tu utiliseras pour leurs effets du bas, pour leurs effets du haut, et le nombre de factions possibles, il y a pas mal de choses. Et ça joue sur la rejouabilité, bien sûr. Mathieu Lefebvre qui dit coucou tout le monde, encore un très bon podcast, évidemment, puisque Xavier était là, avec des sujets toujours variés et intéressants. À de voir la vidéo de Dylan sur les jeux et l'univers de Tolkien. Donc je vous renvoie à notre podcast précédent, on avait parlé du making of de cette vidéo. Et donc il me donne ses jeux doudous et il parle de Star Wars Rebellion. Alors je suis pas du tout Star Wars, je ne sais pas si te parle toi. Moi non plus. Mais j'ai isolé ce commentaire parce que évidemment dans ces trois jeux doudous il y a la gamme Everdell. Donc je pense que là il y a un match quand même, il y a une connexion entre vous deux qui est intéressante. Et Seasons. Donc voilà, des goûts quand même qui sont plutôt validables par les ludovores, j'ai l'impression. Ouais, j'aimais bien, ouais. Season, c'était sympa. Bon, voilà. Donc voilà, un fan d'Everdell en plus. Et il dit pour moi le retour au jeu refuge en ce moment et le fait de ne plus avoir envie d'apprendre des règles de nouveaux jeux. Et avec ces classiques de notre ludothèque, on sait qu'on va passer un bon moment sans passer par la phase d'apprentissage, ce qui est tout à fait vrai. Sauf qu'en comment on oublie les règles avec le temps et qu'il faut les réapprendre à chaque fois. Arnaud Barbier, qu'on salue, qui commente souvent. Merci à vous, toujours agréable de vous écouter. Merci Arnaud. Et puis on termine avec deux petits pavés. Alors il y a Justinho, c'est assez marrant, Justinho qui nous dit que dans ces jeux doudou, il a It's a Wonderful World. Il parle aussi de Lost Cities et éventuellement Azul, très bon choix. Et donc à Lost Cities, le duel. It's a Wonderful, c'est un jeu que j'ai l'impression qui a été un petit peu déprécié. Tu sais, il y en a tellement eu de sorties, il se vend pas cher. Tout le monde n'a pas trouvé. Donc j'ai l'impression que maintenant on voit un peu comme une espèce de jeu, je vais pas dire un jeu poubelle non plus, mais tu sais qu'on lui donne pas autant de valeur alors que moi je l'ai déballé quand j'y ai joué à l'époque, je trouvais vraiment extraordinaire, vraiment très 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 sympa. Et maintenant comme tout le monde l'a dans un coin de sa ludothèque, ça devient un peu j'en ai un comme tu vois, comme t'as un bouquin qui traîne et que tu lis jamais. Je sais pas, j'ai l'impression que les gens le voient un peu avec mépris et on oublie que ça reste des mécaniques que même moi je devrais ressortir plus souvent. Je sais pas ce que t'en penses, si t'as une opinion là-dessus. Ah, moi, j'aime beaucoup, personnellement. C'est Kevin qui l'a, It's a Wonderful World. Moi, personnellement, j'y rejouerai beaucoup plus souvent avec plaisir. Et ça deviendrait pas un jeu doudou pour moi, mais je peux comprendre que ça le devienne, ouais. Tout à fait. Pour des raisons pratiques, Kingdom sort plus pour nous parce qu'on est plus souvent à deux à jouer à ça. Mais j'aime moins l'univers et l'ajout du plateau. En fait, pour moi, c'était en trop pour ça, tu vois.
Kingdom, je l'ai revendu assez rapidement. Ouais. J'ai très très peu aimé par rapport à It's a Wonderful World, malheureusement. Et puis il y avait un des modules qui impliquait du bluff. Je sais plus, ça devait être les monstres ou un truc comme ça. Et je suis très mauvais en bluff et je me faisais ridiculiser par Kevin, qui lui est plutôt bon en bluff. Donc voilà, j'ai rapidement brûlé le jeu avec son effigie d'ailleurs. L'effigie du jeu, hein, bien sûr, pas celle de Kevin, bien sûr. Et on termine avec Draxa, que je tenais à mettre à l'honneur aussi, parce que ça fait des années qu'il commente sur la chaîne, ça fait toujours plaisir. Bonjour, des sujets très intéressants cette semaine et très bien traités comme à votre habitude. Je vous remercie, vous et les ludovores, car je serais passé à côté de la vidéo sur le Seigneur des Anneaux de votre invité, qui est exceptionnel. Pour mes jeux doudous, je pourrais citer Terraforming Mars, Ares, uniquement en solo, Terraforming Mars, Ares, donc uniquement en solo avec ou sans l'extension Crise. L'exceptionnel Spirit Island. Alors j'ai répondu, moi j'ai jamais réussi à accrocher ce jeu. J'ai essayé, je l'ai acheté et tout, j'ai jamais réussi à accrocher. Et Dorf Romantique, que j'aimerais beaucoup essayer. Pour le coup, je fais encore une parenthèse dans son truc, que ce soit en version d'ailleurs virtuelle ou réelle, j'aimerais beaucoup l'essayer. Que j'ai tellement poncé, nous dit-il, que les tuiles sont très abîmées. Je pense même en racheter un exemplaire et mettre du vernis sur les bords des tuiles de score et des hexagones pour le préserver plus longtemps. Après, est-ce que ça fait pas partie de la vie d'un jeu de société? Je connais des gens, moi, qui valorisent le fait d'avoir des jeux abîmés parce que ça, c'est la trace des moments qui sont passés avec, en fait. Je comprends tout à fait. Mon HeroQuest, qui est d'origine, il est explosé. Mais la boîte est explosée. L'intérieur est toujours en bon état, mais il est explosé et je veux pas en racheter parce que il est explosé pour une bonne raison, c'est que j'y ai joué des dizaines et des dizaines de fois. Donc il a une histoire. Ouais. Il a une histoire. Ça, c'est clair. C'est clair. C'est peut-être pas la même. Toi et moi, je pense qu'on serait d'accord là-dessus. Tu vois, j'ai un Clank. Mon Clank, les cartes sont abîmées parce que c'est un jeu tu fais que mélanger. J'ai d'ailleurs, je sais pas, un jeu. Je le mets pas toujours en avant parce que ça reste un jeu boutique, mais pourtant c'est un jeu qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque et qui est très très bon. Bon, mon Clank qui est abîmé, ça me dérange pas trop. Le Dragon Eclipse, ça me ferait chier de l'abîmer. Il y a un autre côté. Alors, c'est peut-être le prix déjà, mais on le voit. Tu vois, je sais pas, il y a pas la même perception peut-être sur certains jeux. Il y a des jeux que tu peux abîmer, que la vie peut abîmer, et on a qu'on a peut-être, je sais pas. Est-ce que c'est juste pour l'aspect revente et prix qu'on a payé, ou est-ce que là, du coup, ça serait peut-être un peu côté prix. J'accepterais peut-être plus facilement qu'un petit jeu façon Far Away, façon Abyss Conspiracy, soit usé, plutôt qu'un Everdell. Là, j'avoue que ça me ferait un peu chier que les cartes d'Everdell soient pliées, tachées, usées, décolorées ou des trucs comme ça. Là, j'avoue, ça m'ennuierait un peu, c'est vrai. Il y a peut-être ce côté collection aussi. Ouais, c'est peut-être une autre facette du jeu doudou, le doudou dans le sens, tu sais, qu'on veut pas abîmer mon précieux un petit peu. Même si c'est pas le jeu auquel on reviendra toute notre vie. Et il y a peut-être aussi ce côté-là. Moi, je vois qu'il y a des jeux que je chouchoute et d'autres, c'est pas dire que je marche dessus non plus, mais oui, ou je sais pas. Voilà. Je comprends. Bon. Ouais. Ok. Et puis juste pour revenir sur Spirit Island, puisque c'est un jeu doudou que je trouve finalement compréhensible et en même temps un peu étonnant. Moi, j'aime bien. J'y ai joué avec Kevin là, et à chaque fois qu'on y a joué, on a pris du plaisir. Mais il m'a jamais donné cette envie d'y revenir absolument. Je sais pas pourquoi. Je le trouve très bon et en même temps un peu trop froid pour mon goût, quelque part. Exactement. C'est tu dommage. Lis en moi comme un livre ouvert. Et c'est pour ça que je suis content là qu'on ait eu ce petit tête-à-tête tous les deux et qu'on ait pu en toute intimité devant quelqu'un se retrouver. Il nous a manqué la bougie et la bouteille de Chianti. C'est tout. C'est dommage. Dans une intimité avec quelques milliers de spectateurs qui nous regardent. C'est ça. Mais on va retrouver. Alors on parlait en off de l'émission Tura Wokenrim de début 2024, qui je crois était la dernière d'une longue série de vidéos qu'on faisait à deux, puisqu'on avait fait tout le sujet de Too Many Bones à deux. À une époque, Kevin était beaucoup moins dispo et avait une connexion pourrie surtout. Oui, c'est vrai aussi. Donc notre idylle est née à ce moment-là, et puis après, c'est toi qui as été pris par d'autres obligations, et je me suis retrouvé plus avec Kevin. C'est vrai. Et maintenant, on essaie de se retrouver un peu tous les trois, mais c'est pas toujours évident. Merci Xavier d'avoir été là, de m'avoir accompagné pendant cette heure et demie de podcast. Je vous rappelle que ces épisodes, vous pouvez les retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming, les Spotify, les Deezer, les SoundCloud, etc. Sur YouTube, évidemment, la chaîne de Nyx. Je vous rappelle que les Ludovores font des vidéos absolument extraordinaires, avec cet homme que vous voyez là, qui parfois enlève le haut. Il est parfois en t-shirt. Ça va revenir bientôt. On est en mars, là, ça va revenir. Là, je tease un peu parce que, d'ailleurs, tu vois, j'en ai un aujourd'hui. C'est,
Voilà, donc Parce que le tournoi de sumo va bientôt commencer, là, en mars. Là, il commence dans une semaine. Et donc, j'ai ressorti ma panoplie de fans de sumo. Donc, l'évolution de l'homme sumo. Voilà, c'est, hein. Ouais, donc Les t-shirts arrivent. Voilà, il y a un parti pris vestimentaire aussi sur la chaîne des Ludovore, qui sont donc 2 expatriés au Japon, avec qui on fait énormément de contenu maintenant. Je vous rappelle également que Sharuma est en boutique, donc le nouveau jeu de Darukat, le nouveau jeu de pli très très malin, inspiré de la culture japonaise, qui m'a énormément plu, et je remercie David Berthelot de m'avoir envoyé la boîte en avance pour que je puisse la tester avec mon groupe. On se retrouve le mois prochain, je sais pas trop avec qui, puisqu'encore une fois les gens tombent comme des mouches. Entre temps, il y aura, j'espère, le Chronix donc sur les jeux Awaken Realms. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous embrasse. On vous dit à bientôt. Salut. Allez. Bon, alors comme ça, on tape sur les petits copains quand ils sont absents. C'est bon, c'est très Coubertin dans l'esprit. Pour te dire que j'apprécie très très modérément. Il y en a qui bossent, il y en a qui sont devenus de grands pontes dans l'industrie. Et je trouve ça assez vilain de se moquer. Donc je te prierai de bien fermer ta tronche. Et on se retrouve le mois prochain.